Nombreux ouvrages, dont celui qu'il vous présentera ce matin. Et Emmanuel Le Chypre, on vous remercie tous les deux, économiste. Vous animez plusieurs émissions, notamment sur BFM TV et France Inter. Donc je vous laisserai vous présenter, bien sûr. Encore une fois, nous sommes ravis de vous accueillir ce matin. Juste un petit mot pour vous dire que les prochaines rencontres éco auront lieu le 20 mars, durant le printemps de l'économie. Messieurs, c'est à vous. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci d'abord de votre invitation. Alors ne vous y trompez pas, hein, celui qui est important à écouter aujourd'hui, c'est Thomas Oui. Hein, c'est pas moi. Moi, je suis là pour un peu passer les plats. Donc moi, je suis économètre de formation. J'ai eu un vrai travail avant d'être journaliste. J'ai travaillé à la direction des études économiques de Saint-Gobain. Voilà. Puis après, j'ai basculé vers la presse économique. Mais j'aime toujours tripatouiller les chiffres et les modèles. Et j'attends avec impatience la note de conjoncture de l'INSEE qui sortira ce soir. Et surtout, ce qui justifie ma présence en fait ici, c'est que je suis aussi l'animateur d'une émission sur BFM Business qui s'appelle La Librairie de l'écho, qui est une émission dans laquelle on discute toutes les semaines, où je reçois des invités pour parler des livres, qui viennent parler de leurs livres. J'ai des critiques qui viennent discuter un petit peu de leur coup de cœur, de leur coup de gueule. J'ai des chroniqueurs qui choisissent des livres à l'étranger, puisque maintenant vous pouvez facilement accéder à des livres en langue étrangère. Et puis des gens qui, aussi une chroniqueuse, qui recherchent un peu les livres dans l'histoire, etc. Et donc quand on m'a proposé de venir rencontrer Thomas Oui, j'ai dit oui tout de suite. Sans mauvais jeu de mots d'ailleurs, parce qu'en fait voilà, je voulais vous dire quand même que il y a une énorme littérature autour de la révolution digitale, du numérique, et que on côtoie vraiment le bon et le moins bon, sachant que il s'agit pas d'avoir un jugement sur ce qui est émis comme opinion, mais sur la qualité du travail qu'il y a derrière les livres. Et moi, ce qui m'a séduit dans le livre de Thomas Oui, c'est que quand vous le regardez comme ça, il a le mérite d'abord de pas être très gros, et il a le mérite, en gros, de dire énormément de choses. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que c'est un livre dans lequel chaque mot compte. J'ai envie de dire, il y a pas de blabla, et vraiment c'est assez saisissant. Et c'est souvent le cas des petits livres comme ça, c'est-à-dire que vous sentez les livres qui viennent de loin chez un auteur, c'est-à-dire que les livres qui ont été portés par des années de travail, qui sont le fruit d'une réflexion, d'une synthèse. Et le livre de Thomas Oui, Le demi-tour numérique, j'ai juste une réserve, Thomas, mais on en parlera, je trouve que le titre est pas très bon, c'est-à-dire que je trouve que le demi-tour numérique, c'est comme si on retournait en arrière quelque part, quelque chose qui, enfin je me permets, hein, mais j'aurais préféré, tu vois, le renversement numérique ou un truc où on nous dit il faut penser différemment. Mais là, j'avais l'impression d'un retour en arrière. Bon, mais c'est peut-être pas vous qui avez choisi le titre, c'est peut-être l'éditeur. Et les éditeurs, ils sont pas super forts toujours pour faire des titres qui correspondent vraiment à l'esprit de l'auteur. Mais vraiment, c'est un petit bouquin formidable, d'une densité incroyable. Et alors, troisième qualité, qui est quand même extrêmement abordable, extrêmement facile à lire, extrêmement accessible. Donc, il est passionnant, il interroge sur tous les thèmes, je veux dire, il vous renverse littéralement parce que vous dites ah bah ouais, ok, effectivement là on pense à l'envers. Je suis d'accord. Et vraiment c'est assez rare, et donc je suis très heureux d'être là pour t'accompagner dans sa présentation. Je vais laisser la parole à Thomas qui vous a été présenté, donc énorme parcours dans la tech. Aussi fondateur de start-up et qui enseigne à peu près dans toutes les grandes écoles de ce pays. Thomas, c'est à vous. Merci beaucoup Emmanuel, c'est très gentil. J'ai une mauvaise nouvelle, c'est que c'est moi qui ai choisi le titre. Alors on peut pas tout réussir, il vaut mieux rater le titre et réussir le livre que le contraire, parce qu'il y a aussi beaucoup de cas contraires où on voit des titres très réussis et des livres très médiocres. Mais alors j'ai souhaité être le propre éditeur de ce livre, et donc en fait c'est la possibilité pour moi aussi de changer le titre. Donc en fait je peux avoir la main sur le titre et le changer, et donc je retiens cette suggestion de changement de titre. Et par ailleurs, merci aussi pour cette introduction, parce que j'ai effectivement voulu un livre très court. Et d'ailleurs, je dois dire qu'il y a une forme d'ironie à ma présence aujourd'hui dans un cycle de conférences qui s'appelle 90 minutes pour le lire.
parce que précisément c'était l'objectif que j'avais, c'est-à-dire que ce livre puisse être lu en 90 minutes. En fait, vous allez mettre plus de temps pour le présenter qu'il n'en faut pour le lire. Exactement. C'est ça. Alors en fait, moi, voilà, j'avais un choix qui était soit je vous lis le livre et ça durera 90 minutes, soit je vous fais une fiche de lecture et puis on va ensuite avoir des questions-réponses parce que ça m'intéresse beaucoup d'avoir vos retours sur les propos que je développe dans cet ouvrage. Alors je vais peut-être passer simplement au pupitre pour vous faire justement une présentation. Je vais prendre une grosse demi-heure, peut-être 40 minutes, simplement pour vous exposer. Alors surtout, l'idée, c'est que ce soit très fluide. Hein. Donc même s'il n'a pas fini sa présentation, s'il y a des points que vous souhaitez avoir des détails, etc., n'hésitez pas à interrompre Thomas. Avec grand plaisir. Alors en fait, ce livre a un objectif, c'est de vous exposer ma vision sur le monde digital, sur le numérique. Et en fait, cette vision, je peux la résumer en une phrase. Cette phrase, c'est le sous-titre du livre, qui est « Quand le digital oblige les entreprises à innover à l'envers ». Autrement dit, ce que je crois, c'est que le digital oblige les entreprises à innover à l'envers. Autrement dit, le digital renverse tous les processus d'innovation qui étaient les plus largement ancrés dans les entreprises. Et donc, ce que je vais faire là et ce que je fais dans le livre, c'est essayer de vous démontrer cette proposition, cette thèse. Et donc, ce que je fais, c'est un top 10 format. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais prendre chacune des bonnes pratiques d'innovation d'avant et vous montrer combien et comment le digital les renverse une à une. Alors, la première bonne pratique qui est renversée par le digital, c'est celle qui consiste à... Je ne sais pas si ce micro marche. Ouais. La première bonne pratique renversée par le digital, c'est celle qui consiste à copier les champions. Dans le monde d'avant, et même dans le digital d'il y a 5-10 ans, lorsque vous vouliez innover, une des premières choses que vous faisiez, c'était d'identifier le champion dans le domaine dans lequel vous vouliez innover. Vous vouliez créer un réseau social, vous allez essayer d'identifier le champion des réseaux sociaux, Facebook. Et pourquoi vous essayez de regarder Facebook? Parce que vous essayez de reconstruire l'histoire de Facebook en identifiant les facteurs clés de succès de Facebook. Alors, un des facteurs clés de succès de Facebook assez reconnu sont les méthodes agiles. Facebook fait des méthodes agiles de manière très avancée. Et donc, vous vous dites, OK, je vais copier Facebook, je vais faire des méthodes agiles. Il semblerait que ce soit un facteur clé de succès pour innover correctement. Alors, désormais, si vous faites ça, vous commettez une erreur méthodologique grave. Cette erreur, elle s'appelle le biais des survivants. Alors, vous avez fait de l'économétrie, Emmanuel, j'en ai fait aussi un peu. Ce biais-là, il est très connu des statisticiens, mais il est malheureusement assez connu des gens qui font des sciences sociales. Alors, je vais vous raconter ce qu'est ce biais. Je vais partir d'assez loin, mais je vais atterrir. Ce biais, je vais vous le raconter à travers une anecdote qui s'est produite pendant la Seconde Guerre mondiale. L'armée de l'air britannique, la Royal Air Force, envoie des avions au-dessus de l'Allemagne et s'aperçoit que beaucoup d'avions meurent au combat. Et donc, ils se disent, on va faire un truc plutôt intelligent, c'est que dès qu'un avion revient sur le territoire anglais, on va le passer à l'audit. Ils passent les avions à l'audit et ils s'aperçoivent que les avions prennent les balles dans les ailes. Et donc, contre-mesure qui semble assez évidente et intelligente, ils renforcent la zone de blindage au niveau des ailes. Ils renvoient les avions au combat. Effet de cette mesure, aucun effet. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils ont commis cette erreur qu'on appelle le biais des survivants. C'est-à-dire qu'ils ont regardé les avions qui étaient revenus sur le territoire anglais, mais s'ils avaient regardé les avions qui étaient morts au combat au-dessus de l'Allemagne, les balles se logeaient dans le réservoir. Et donc s'il fallait protéger une zone sur les appareils, c'était les réservoirs et non les ailes. En fait, cette erreur, elle est communément faite, on l'a fait d'ailleurs dans la vie de tous les jours. Quand les gens vous disent, les architectes du XVIIIe siècle, ils étaient quand même sacrément meilleurs que ceux d'aujourd'hui, parce que quand vous comparez un bâtiment du XVIIIe siècle, il est souvent plus joli qu'aujourd'hui. Mais biais des survivants. Ce que vous oubliez, c'est qu'en fait, tous les taudis qui ont été construits au XVIIIe siècle, ils sont morts au cours du temps. Donc vous comparez les survivants avec l'état de l'art. En matière entrepreneuriale, en matière d'innovation, c'est la même chose. Si vous essayez de copier Facebook, vous allez faire des méthodes agiles, mais si vous faites des méthodes agiles, vous êtes pris par ce biais des survivants. C'est-à-dire que ce que vous oubliez, c'est qu'en fait, des startups qui ont fait des méthodes agiles, il y en a des millions, et elles sont mortes au combat. Et donc, en matière digitale, et c'est le premier principe qui est renversé par le numérique, il ne faut absolument pas s'inspirer des succès, mais plutôt regarder les échecs. Alors, la difficulté qu'on a, c'est que les échecs, on a du mal à les observer. Alors, il y a deux initiatives qui sont assez intéressantes. Il y a un site qui s'appelle Autopsy, c'est avec un y.io. C'est un site qui est une revue de presse qui donne beaucoup d'informations sur les startups qui ont échoué.
Et on peut en tirer beaucoup d'enseignements. Donc je vous invite vraiment à aller sur ce site qui est très riche d'informations. Et puis il y avait une conférence qui était d'ailleurs sponsorisée par le ministère de l'économie et des finances. Je ne sais pas si elle est encore présente, qui s'appelait Failcon, conférence sur les fails, et qui donnait la parole à des gens qui avaient échoué. Inspirez-vous des échecs plus que de copier les champions. Alors il y a une forme de crescendo dans mon propos, mais je vais assez rapidement rentrer dans le dur. La deuxième bonne pratique qui est renversée par le digital, c'est celle qui consiste à essayer de construire les meilleures technologies. Dans le monde d'avant, et même dans le digital d'il y a 5 ou 10 ans, les meilleures technologies gagnaient. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les grands groupes ont des R&D composés d'ingénieurs brillants, parce qu'avant, quand vous faisiez la meilleure technologie, vous remportiez les marchés. Dans le digital, désormais, ça n'est plus vrai. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a une dimension qui prévaut sur la performance objective des dispositifs, c'est l'expérience utilisateur. Considérons le design au sens large. Cette idée, elle n'est pas facile à comprendre, alors je vais vous l'expliquer à travers un cas que je déroule dans l'ouvrage, que j'ai fait maison pour bien me faire comprendre. Imaginez que Google n'existe pas. Je vous donne les cahiers des charges, faites-moi Google. Donc vous devez faire un dispositif qui fait la chose suivante. Lorsqu'une personne est devant un ordinateur, tape un mot-clé, vous devez lui apporter l'information la plus pertinente possible. Alors face à cette question, comme pour la plupart d'entre vous, vous avez été élevés à l'école française, vous avez développé des compétences analytiques. Alors face à cette question, très vite, vous allez avoir un premier tilt. Le premier tilt, ça va être, attends, mais si c'est une fille ou un garçon qui tape le mot pantalon, il ne faut pas lui ramener le même pantalon. Si c'est une fille, il faut lui ramener un pantalon pour fille. Si c'est un garçon, il faut lui ramener un pantalon pour garçon. Et puis deuxième tilt, si c'est une personne âgée ou une personne jeune, il ne faut pas lui ramener le même pantalon. Et donc votre tentation va être de qualifier la personne devant le PC pour savoir si elle est jeune, si c'est une femme, quels sont ses goûts. Et puis après avoir rempli ce questionnaire, la personne va cliquer sur rechercher et vous allez lui apporter l'information. Si vous faites ça, vous avez fait un produit qui est meilleur que Google dans sa version bêta. Pourquoi je dis dans sa version bêta ? Puisque maintenant Google vous cookifie et donc sait que vous êtes une femme de 32 ans qui adore les Lecoq sportifs. Mais dans sa version bêta, Google se trompait 1 fois sur 2. Sauf que Google fait quelque chose d'exceptionnel du point de vue de l'expérience utilisateur, c'est que vous arrivez, vous mettez un mot, et en moins d'1 seconde, vous avez l'information. Et ce que vous avez construit, c'est inacceptable du point de vue de l'expérience utilisateur, parce que vous faites passer un questionnaire de 2-3 minutes à une personne avant de lui apporter l'information qu'elle souhaite. Donc même si vous avez conçu quelque chose de meilleur que Google, c'est Google qui remporte le marché. Alors je vais passer à la bonne pratique suivante, mais simplement, je voudrais vous dire que ça crée des guerres dans les organisations. Je vais prendre un exemple qui n'existe pas, mais imaginons. C'est à peu près comme si, alors vous savez, la Freebox a été faite par Philippe Starks, designer. C'est à peu près comme si Philippe Starks arrivait devant tous les ingénieurs de Free et disait, OK, la Freebox, elle débite à 100 mégabits seconde. OK. Ben, on va la couper par 2, c'est-à-dire qu'on va la faire passer à 50 mégabits seconde. Pourquoi ? Ben parce qu'en fait, il faut qu'elle soit un peu plus petite, parce que c'est un critère essentiel du point de vue du design pour qu'elle rentre sous la table basse des gens. À mon avis, Philippe Starks reste pas plus de 2 minutes dans la salle et se fait sortir très 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 rapidement. Parce que c'est inaudible du point de vue d'un ingénieur de faire passer le design devant la performance objective des dispositifs. Surtout qu'on a tous en tête une forme de hiérarchie des sciences qu'il faut complètement remettre en cause, et d'un point de vue culturel, c'est très compliqué de mettre le design devant l'ingénierie. Troisième bonne pratique remise en cause, celle selon laquelle il faut être le premier. On pensait avant qu'il fallait être original sur ses idées. On pensait qu'il fallait être le premier parce qu'en étant le premier, on remportait les marchés. Désormais, ça n'est plus vrai. Alors, je vais vous faire 2 preuves de ce que j'avance ici. La première preuve, elle est empirique. Sachez que tous les produits que vous utilisez existaient déjà dans une version préliminaire sans avoir connu de succès. Twitter existait 10 ans avant Twitter. Les premiers sites de microblogging, c'est 10 ans avant l'émergence de Twitter. Facebook existait avant Facebook, ça s'appelait Harvard Connection, ou même dans une version encore plus antécédente, ça s'appelait Friendster. Et vous les prenez tous. YouTube existait avant YouTube. Donc en fait, il y a une preuve empirique sur le fait qu'il ne sert à rien d'être le premier. En anglais, on parle de first mover advantage. Il n'y a pas de first mover advantage. Il n'y a pas d'avantage à être le premier. Et puis la deuxième démonstration, je peux la faire par l'absurde. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans ma position, vous voyez beaucoup de startups, et donc vous avez beaucoup de startups qui viennent vous voir avec des idées. Et je dois vous dire que certaines idées sont assez géniales. Elles sont imparables au plan intellectuel, et pourtant, elles n'ont jamais émergé. Si vous souhaitez un exemple, je viens de vous en mettre un sur le slide. Ce banc, en fait, il est assez génial. Quand on pense à un banc, c'est un peu stupide parce que quand il pleut, en fait, on ne peut pas s'asseoir sur le banc pendant la demi-journée qui suit.
Et donc des designers coréens ont créé ce banc avec une petite manivelle qui permet de renverser l'assise du banc pour pouvoir s'asseoir au sec après un épisode pluvieux. C'est une évidence du point de vue de l'équipement urbain. C'est très frugal, donc vous pouvez prendre le problème dans tous les sens, du point de vue du ROI, c'est une évidence. Et pourtant, vous n'en avez jamais vu nulle part. Donc, il ne sert à rien désormais d'être le premier, il n'y a pas d'avantage à être le premier. Quatrième bonne pratique renversée par le digital, celle qui consistait à avoir une légitimité pour innover uniquement lorsqu'on connaissait parfaitement le secteur d'activité qu'on adressait. J'ai créé 2 boîtes. J'ai créé une première boîte dans les services et une deuxième start-up dans les paris sportifs. Et je fais partie de cette génération à qui on a dit OK, non mais attends, tu veux innover dans les paris sportifs, mais est-ce que tu as fait tes 5 ans, 10 ans d'expérience à la FDJ, chez BetClick, chez bwin? Le digital renverse cette idée qu'il faut bien connaître les secteurs d'activité pour pouvoir innover sur ces secteurs d'activité. Alors là, je vais convoquer monsieur disrupteur en chef qui s'appelle Elon Musk. Elon Musk connaît pas grand-chose à la banque. Il crée PayPal, qui est une des plus belles banques en ligne. Il connaît pas grand-chose aux voitures. Il y a plein d'anecdotes qui racontent comment, lorsqu'il a pitché à General Motors et Ford, les gens ont presque rigolé en se disant « Ok, mais ce geek ne sait pas ce qu'est un châssis ». En 4 ans, il crée la voiture qui est la plus vendue en Norvège. Il connaît pas grand-chose à l'aérospatial, il crée SpaceX, et il connaît pas grand-chose à l'énergie, il crée SolarCity. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de regarder la trajectoire d'Elon Musk, mais pas seulement de regarder sa trajectoire. Ce qui est intéressant, c'est de le lire. À longueur d'interview, Elon Musk vous parle de la théorie des premiers principes. La théorie des premiers principes, je vais vous la résumer très simplement, c'est l'idée selon laquelle, lorsque vous êtes habitué à un secteur d'activité, vous vous êtes habitué aux premiers principes de cette activité, et ces premiers principes sont souvent très absurdes. La force des gens qui viennent de l'extérieur, c'est de remettre en cause ces premiers principes. Et donc, il faut, en matière d'innovation, faire très attention, notamment lorsqu'on fait de la veille, à regarder ailleurs que sur sa propre verticale. Et je dois dire, je vais essayer, même alors je peux pas le faire à travers le livre, mais comme on est ensemble là, je vais tenter ça. Je vais essayer de vous faire ressentir cet argument. On a tous fait un peu de maths. Et lorsqu'on est face à un problème complexe en maths, on fait toujours la même chose. On fait d'abord une hypothèse initiale, et puis on essaye de craquer le problème. Mais il se trouve que cette hypothèse initiale, elle s'avère fausse dans beaucoup de cas. Et donc en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est reset sur sa première hypothèse pour partir d'une autre hypothèse initiale. En fait, faire ça, c'est parfaitement théorique. Les sciences cognitives nous montrent que délibérément ou inconsciemment, on revient toujours à son hypothèse initiale. En sciences cognitives, on parle de path dependency, c'est la dépendance du chemin, c'est-à-dire que la façon que vous avez eue d'attaquer un problème initialement vous contraint ad vitam aeternam sur la résolution de ce problème. Et donc, les entreprises qui sont depuis très longtemps sur leur activité ont des partis pris dans la résolution des problèmes que n'ont pas les gens qui viennent de l'extérieur. Et donc, désormais, nous sommes autorisés à aller sur d'autres marchés que ceux que l'on connaît très bien. 5e bonne pratique remise en cause par le digital. Avant, et ça paraissait franchement intuitif, on produisait d'abord et on vendait ensuite. Eh bien, désormais avec le digital, il faut faire tout l'inverse. Il faut d'abord vendre et ensuite produire. Alors celui qui nous l'a appris, c'est Drew Houston. Drew Houston, c'est le fondateur d'une start-up dont vous utilisez peut-être le produit, qui s'appelle Dropbox. Drew Houston est face à un problème assez complexe à craquer, qui est le suivant. Il a besoin d'à peu près $1 million pour créer Dropbox. Aujourd'hui, ça serait beaucoup moins, mais à l'époque, pour créer Dropbox, il lui fallait $1 million. Et donc, il va voir des investisseurs, et les investisseurs lui répondent toujours la même chose. L'entrepreneuriat, c'est pas un jeu de croyances. Moi, je peux croire que ton dispositif est plutôt sympa, mais en fait, je n'investis pas sur des croyances. J'investis uniquement sur des chiffres. Est-ce que tu as des chiffres de l'appétence du marché pour ton dispositif? Et donc là, il est dans un cercle vicieux, parce que Drew Houston dit, bah non, je peux pas avoir de preuve de l'appétence du marché pour mon dispositif, parce que je l'ai pas encore construit. Donc, si tu me finances, là, je pourrais éventuellement avoir le produit, le mettre dans les mains des clients pour voir s'ils aiment ou ils aiment pas. Et donc, il a une idée, donc il est dans le cercle vicieux, et il a une idée, il fait un fake total, un faux. En un week-end, il fait une vidéo. Alors, vous pouvez la retrouver sur YouTube. Vous tapez MVP, ça veut dire Minimum Viable Product, Dropbox, et vous tombez sur la vidéo. Pas une ligne de code de produite. Il fait cette vidéo, il la poste sur un site qui s'appelle Hacker News aux États-Unis. Alors, je vais vous donner les chiffres, mais vous allez me prendre pour un fou. Alors, je vais me protéger avec la source. La source, c'est le Washington Post. Quand il produit cette vidéo et qu'il la met sur Hacker News, il reçoit plusieurs dizaines de milliers de mails de personnes qui lui disent « Waouh, comment je fais pour me procurer ce produit? Il est juste incroyable. »
Quand vous avez fait ça, vous avez d'abord vendu et vous rentrez dans la ligue des il n'y a plus qu'à produire. Vous avez la preuve de ce qu'on appelle un product market fit. C'est un terme qu'on emploie beaucoup en entrepreneuriat. C'est la preuve que le marché va acheter ce que vous êtes en train de produire. Et donc, pour le ramener à un cas très brick and mortar, c'est à peu près comme si demain vous ouvriez une boulangerie et il y avait 30 000 personnes qui attendaient votre première baguette avant même que vous l'ayez produite. Donc, on voit qu'aujourd'hui, dans le digital, il faut d'abord vendre et ensuite produire. Et en fait, ce sont les startups qui nous l'ont apprise, hein, mais pour une raison très simple, qui est qu'en fait, les startups n'ont pas d'argent et n'ont pas de temps. Et donc, si vous produisez avant de vendre, la séquence qui se produit, c'est que vous dépensez beaucoup d'argent, beaucoup de temps, et puis après, le marché vous dit « Ah ben non, finalement, j'achète pas ». Les startups ne peuvent pas se le permettre, et donc d'abord, elles vendent, ensuite, elles produisent. Dans le monde digital, rien ne se produit avant d'avoir été vendu au préalable. 6e bonne pratique, et celle-là, elle va être très inconfortable pour les grands groupes et pour les organisations au sens large, c'est celle qui consiste à raisonner ceteris paribus. Alors, Emmanuel... tu as fait un peu d'économie. Ceteris paribus, c'est le terme latin pour dire toute chose égale par ailleurs. En fait, c'est ce qu'on fait quand on fait un business plan. On considère que l'environnement est constant. Et donc, ce qu'on fait quand on fait un business plan, c'est qu'on fait des projections avec 3 scénarios, un optimiste, un conservateur, un pessimiste, pour essayer de voir comment cette variable impacte les autres, mais dans un environnement constant. Donc, en fait, un business plan, il faut le rappeler, mais c'est un raisonnement toute chose égale par ailleurs. Et encore, beaucoup d'organisations font des business plans. Je dois vous le dire, dans le monde digital, les business plans sont morts. Pourquoi ? Eh bien parce que toutes les choses ne sont plus égales par ailleurs. Alors, ce que j'ai souhaité faire à travers ce livre, c'est mettre beaucoup de précision. Une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, c'est parce que je trouvais qu'on avait un manque de précision sur les termes. Par exemple, ubérisation, moi je sais pas trop ce que ça veut dire, chacun a sa propre définition. Et donc là, ce que je vais vous dire, c'est que toutes les choses ne sont pas égales par ailleurs parce que le monde s'accélère. Mais le monde s'accélère, vous l'avez trop entendu, et puis on a l'impression que c'est un marronnier. On dit en journée, le monde s'accélère. Ok. Moi, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est vous montrer la vitesse d'accélération. Alors, je vais vous montrer 2 graphiques. Ce premier graphique, c'est un graphique qui, en ordonnée, établit les parts de marché sur ce qui s'appelait avant un téléphone et qui s'appelle maintenant un smartphone. Et en abscisse, vous avez les années 2008, 2009, 2010, 2011. Nokia représentait 45% de parts de marché en 2008. En 2013, moins de 5%. Ce que nous dit ce graphique, c'est qu'une entreprise hardware peut désormais péricliter en 5 ans. Nokia, en 2008, c'est plus de 100 000 employés. C'est à peu près comme si aujourd'hui, on se disait que la BNP, la Poste, tombaient en 5 ans. C'est ça, la vitesse d'accélération. Alors, je ne vais pas rentrer dans le cas Nokia, je le déroule un peu dans l'ouvrage. Sachez simplement que Nokia, en 2008, et de manière parfaitement légitime, a pensé que l'innovation allait se loger dans le hard. C'est-à-dire qu'il fallait faire des téléphones avec des appareils photo de plus en plus précis. Et en fait, ce que nous a appris l'histoire, c'est que l'innovation s'est logée dans le soft. C'est-à-dire que Apple, par exemple, n'a pas vraiment souhaité innover. Alors on dit oui, Apple est très innovant, l'innovation de design, elle est finalement assez faible. Là où a été très fort Apple, c'est que ce qu'ils ont voulu, c'est pas innover. Ce qu'ils ont voulu, c'est être le point de passage entre ceux qui innovent et ceux qui consomment l'innovation. Et donc, ils ont fait une plateforme en disant à des développeurs freelance, parce qu'ils avaient une R&D trop réduite, développer. Par contre, quand vous développez des apps, vous allez la mettre sur ma plateforme pour pouvoir la rendre accessible aux consommateurs. Et donc, en fait, on voit bien que l'innovation s'est logée dans le soft et pas dans le hard. Erreur qu'on aurait tous pu faire, sauf que cette erreur, elle coûte très cher parce qu'en 5 ans, on peut tomber désormais dans le digital. Mais ça, c'est dans le hardware. Pour vous montrer la vitesse d'accélération sur le software, je vous donne à peu près le même graphique, mais pas sur le même marché. Alors, c'est toujours des parts de marché en ordonnée, mais ce ne sont plus des années en abscisse, ce sont des mois. Et le marché, c'est le marché de la rencontre aux États-Unis. Le marché de la rencontre, c'est un marché qui compte en ligne, il y a le retail, la rencontre, ça produit beaucoup de revenus. Sachez qu'aux États-Unis, il y avait 3 acteurs majeurs sur la rencontre, qui s'appelaient Match.com, qui de mémoire a racheté Mythic, Zoosk et OkCupid. En juillet 2013, ils se partagent le marché à 3. En juillet 2013, arrive un petit acteur que personne n'avait vu qui s'appelle Tinder. En 4 mois, Tinder prend pratiquement 80% de part de marché. Donc dans le hardware, on peut mourir en 5 ans. Alors toute menace est une opportunité. On peut aussi prendre des marchés en 5 ans. Mais dans le software, on peut mourir ou prendre la totalité d'un marché en 4 mois. Voilà pourquoi il ne faut plus faire de business plan. Parce que si on fait un business plan quand on est Zoosk ou OkCupid en juillet 2013, on est à peu près sûr de se planter. Alors, simplement, pourquoi il y a cette vitesse d'accélération ?
Parce que il y a ce que moi j'appelle, je n'ai pas trouvé de terme, je serais très preneur d'un terme plus explicite, des ruptures de tendance. C'est des choses qui viennent de manière endogène ou exogène au marché, qui viennent changer les règles du jeu. Alors je vais vous en donner quelques-unes juste pour vous donner des exemples de ce qu'est une rupture de tendance. Vous voyez, quand Google pitch son projet auprès d'investisseurs, la réponse des investisseurs au départ, c'était bof. Pourquoi bof? Parce qu'en fait, les gens lui disaient, ouais, tu sais, un moteur de recherche, il y a un truc qui fait déjà le job, ça s'appelle un annuaire. Et donc, très rapidement, vous tapiez institution publique, économie, vous tombiez sur le site du ministère. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait très très peu de pages Internet qui se créaient. Rupture de tendance, des pages Internet, désormais, il n'y en a pas quelques-unes qui se créent par mois, il y en a des millions et des millions qui se créent par jour. Et donc cette rupture-là, elle fait que le moteur de recherche prévaut désormais sur l'annuaire. Est-ce que Larry Page et Sergey Brin ont eu la vision de cette rupture de tendance? Je ne sais pas. Presque, j'ai envie de dire non. Regardez la version bêta. Je vous ai mis sur le slide cette version bêta. Elle est assez marrante parce que si vous regardez en bas à droite, vous avez un petit onglet qui vous propose de mettre votre adresse mail. Et en fait, Google, vous faisiez une newsletter avec tous les liens qu'il rajoutait sur le dernier mois. Donc vous imaginez le faible nombre de pages Internet créées. Et ça change la donne, et ça fait que le moteur de recherche peut démarrer et acquérir un marché. Deuxième rupture de tendance qu'on a tous vécu là sur les dernières années, et franchement, assez peu de personnes auraient pu l'anticiper, c'est ce passage de l'économie de la possession à l'économie de l'usage. Alors, juste pour faire passer cette idée, je le dis souvent, mais voilà, je vous le dis, parce que je le dis pas comme ça dans le livre, mais donc en fait, moi j'ai 38 ans. Quand j'avais 20 ans, je demandais la voiture de mon père. Et donc il passait 20 minutes à me dire, ouais, tu fais gaffe, les rétros, tu les mets. Et maintenant, il la loue à des inconnus sur Wicar. Voilà ce que c'est que le passage d'une économie de la possession à une économie de l'usage. Et ça crée quoi? Rien d'autre que l'économie collaborative, qui représente une menace très crédible sur toutes les verticales. Donc vous voyez, c'est ces ruptures-là qui changent la donne et qui nous empêchent de faire désormais des business plans. Alors, ce livre aussi, je l'ai fait parce que moi, je suis issu du monde de la recherche et je trouve qu'on a notre part de responsabilité sur le fait qu'on n'a pas assez parlé aux praticiens. Et donc, ce que je voudrais, c'est vous exposer un résultat de recherche qui a été proposé par cette dame. Alors, cette dame, elle est assez peu médiatisée. Je pense que vous la verrez nulle part ailleurs qu'aujourd'hui. Elle s'appelle Saras Sarasvati et elle a fait sa thèse avec Herbert Simon, qui est un prix Nobel d'économie. Et en fait, cette dame, elle a créé quelque chose de formidable, qui est une rupture et qui va dans le sens de ce que je déroule depuis le début, qui est ce renversement des pratiques avec le digital. Elle nous dit que les entrepreneurs ne sont pas des gens causaux, mais des gens effectuaux. Ceux qui réussissent dans le digital, ce ne sont pas des gens qui sont des causaux, mais des effectuaux. Alors, je dois clarifier ce qui est quelqu'un de causal et quelqu'un d'effectual. Je vais vous prendre un exemple très simple pour vous faire passer cette idée. Si ce soir, vous voulez faire un super dîner, alors je parie, parce que vous avez développé des compétences analytiques, que la plupart d'entre vous vont commencer par d'abord se fixer l'objectif. Ils vont dire, attends, super dîner, tiens, je veux faire ça. Et ça, ils vont le fixer comme un objectif. Et ensuite, ce qu'ils vont faire, c'est mobiliser les ressources pour atteindre cet objectif. Donc, vous allez faire les courses, vous allez regarder la recette sur Marmiton, et vous allez essayer d'atteindre l'objectif que vous avez prédéterminé. Si vous faites ça, vous êtes quelqu'un de causal, parce que vous vous intéressez aux causes pour atteindre un objectif que vous avez prédéterminé. Quelqu'un d'effectual, il va faire tout l'inverse. Il va ouvrir son frigo, il va regarder quelles sont les ressources en sa possession, et puis il va rentrer, comme ça, dans des boucles qu'on appelle de test and learn. Puis, ah tiens, ça manque de ça. Et la fin de l'histoire est très importante. À la fin, il arrive à un endroit qu'il n'aurait jamais imaginé. Eh bien, les entrepreneurs dans le digital, c'est exactement le chemin qu'ils suivent. Et d'ailleurs, je dois dire que c'est exactement le chemin que vous faites quand vous êtes face à Internet. Vous allez sur une page Wikipédia et vous vous dites « Ah tiens, je savais pas ça ». Vous cliquez sur le lien hypertexte et puis pendant 2 heures, vous avez ce chemin qu'on appelle la sérendipité. De rebond en rebond, vous avez appris 1000 choses et vous n'auriez jamais préjugé de ces choses avant d'utiliser Internet. Le chemin d'innovation, c'est exactement le même. Alors ça aussi, pareil, je m'arrête 1 minute là-dessus pour vous dire que ça, c'est brutal. Pourquoi ? Parce que là, ce que je suis en train de dire, c'est que le meilleur directeur de l'innovation d'un grand groupe, c'est quelqu'un qui arrive au COMEX et qui dit « Bon, j'ai pas de vision, donc du coup, je défends pas de budget, et puis la roadmap, j'en ai pas. » Ah bon ? Mais qu'est-ce que tu vas faire ? On va rentrer dans des boucles de test and learn, on va faire ce chemin hasardeux de sérendipité, on va bricoler, on verra. C'est inaudible. Et pourtant, si vous regardez la trajectoire de tous les entrepreneurs qui ont réussi, c'est exactement le chemin qu'ils ont suivi. Prenez simplement Zuckerberg.
Zuckerberg n'a jamais voulu faire Facebook. Zuckerberg, il a simplement voulu faire marrer ses potes dans sa chambre à Harvard. Mais il se trouve qu'il a un product market fit. Les gens se loguent massivement sur son dispositif. Donc tant qu'à faire marrer ses potes dans le couloir, il va faire marrer ses potes dans le building. Puis tant qu'à faire marrer le building, il va faire marrer la fac. Et après, il a une intelligence d'exécution incroyable. Mais simplement, il n'a jamais voulu créer Facebook. Il a même jamais voulu créer de boîte. Sauf qu'à la fin, en fait, par la sérendipité, il en vient à créer Facebook. 8e bonne pratique renversée par le digital, celle selon laquelle pour innover, il faut suivre son intuition. Alors, c'est souvent le storytelling qu'on fait autour de Steve Jobs, en disant Steve Jobs, c'est un génie. Un peu avec ce mythe d'Archimède, il a été touché par la grâce, Eureka, il s'est dit, il y a les téléphones d'un côté, il y a les PC de l'autre. Moi, mon intuition, c'est qu'il y a la place pour un format intermédiaire qui s'appellera la tablette, que je vais brander iPad, et ça marchera. Non. L'innovation digitale, ça n'est pas l'affaire de génie, et surtout, ça n'est pas des grandes décisions stratégiques. L'innovation dans le digital, c'est de l'orfèvrerie, c'est-à-dire que c'est de la micro-action, et personne ne sait rien. L'innovation digitale est une boîte noire. Alors, je vais essayer de vous en faire la démonstration en vous faisant participer. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle un A/B testing dans le digital. Un A/B testing, c'est que vous testez le site A contre le site B. Alors là, c'est un site hôtelier néerlandais, c'est pour ça que c'est écrit en néerlandais. Mais je vais vous traduire. Sur le site de gauche, la punchline, c'est venez dans mon hôtel, vous allez accéder au meilleur lit de la ville. Alors vous avez un visuel accordé avec la punchline, donc vous avez une photo sur des coussins, un peu comme les hôtels Ibis, une communication autour de la literie. Et puis vous avez un petit élément de design, vous voyez, avec une forme de flèche sous l'avion. Et à droite, le site est très semblable. Simplement, la punchline, c'est venez vous reposez dans le confort du luxe avec un visuel sur le spa. Et vous n'avez pas l'élément de design dont je parlais. Ok, faisons le test. Au regard de la similarité entre ces deux sites, quels sont ceux d'entre vous qui pensent que ces deux sites transforment de la même façon, c'est-à-dire acquièrent le même nombre de clients? Personne? Une personne? Assez peu? Ouais. Alors c'est parce qu'il y a un biais dans ma question, parce que je vous ai dit que c'est leur favori, mais faisons maintenant, donc il y a 3 possibilités. Qui pense que le site de gauche transforme plus que le site de droite? Ok, une petite dizaine. Et qui pense que le site de droite transforme le plus qu'à gauche? Un peu plus, une vingtaine. Ok. Alors je vais vous donner les chiffres. Donc je suis un peu désolé. Ce test-là, je l'ai fait devant des amphis et souvent la réponse est 50-50. Vous avez plutôt souhaité dire que la transformation se fait sur le site de droite. J'ai une mauvaise nouvelle. C'est le site de gauche qui transforme le plus, mais pas un peu plus, énormément plus. Le site de gauche transforme à 57% de plus qu'à droite. C'est-à-dire que ça, dans le digital, c'est la différence entre un succès et un échec. Ça, c'est la différence entre un hôtel plein et un hôtel vide. Donc voilà pourquoi je voulais vous dire que l'entrepreneuriat ou l'innovation, c'est de l'orfèvrerie, c'est de la micro-action. Non mais c'est de la chance. C'est quoi? C'est juste la photo que les oreillers, c'est plus engageant que le spa, c'est tout? Alors vous n'allez pas me faire croire que c'est votre petit triangle blanc là qui est à gauche là qui change quelque chose? Alors, si la question est pourquoi, vous la allez me dire, réponse est je sais pas. On s'en fout en fait. Non, c'est pas. Non, on s'en fout pas. La réponse est je sais pas, au sens de personne ne sait. C'est-à-dire que pour ceux qui avaient bon, je peux vous faire passer une centaine de ce qu'on appelle A/B testing et vous allez vous planter une fois sur 2. Pourquoi? Parce que ça nourrit ce que je défends, qui est tout ça est une boîte noire. Personne ne sait. Donc si c'est de la chance. En fait, face à la chance, on peut avoir des actions stratégiques qui consistent à essayer de prendre le plus de tickets de loterie possible. Et donc, d'être dans des innovations qui sont itératives, en permanence, pour pouvoir essayer d'avoir le bon ticket. Et c'est pour ça qu'en fait, les entreprises doivent innover en permanence et surtout, ne jamais innover en suivant son intuition. Alors ça a une conséquence majeure pour les managers. C'est brutal aussi, hein. Mais la conséquence pour les managers est la suivante. Avant, dans un monde parfait, les managers étaient managers parce qu'ils savaient mieux que les autres. Pourquoi ils savaient mieux que les autres? Pour 2 raisons. D'abord parce qu'ils étaient bien éduqués, donc ils avaient développé des compétences analytiques assez fortes, et puis aussi parce qu'ils avaient accès à une information que les autres n'avaient pas. Eh bien le digital, et vous l'avez compris à travers mon exemple, quand je vous ai donné le cahier des charges Construisez Google, néglige les compétences analytiques, et donc le niveau d'éducation des managers les a amenés à être des problèmes designers, mais pas des problèmes solvers. Donc leur niveau d'éducation ne les rend pas plus forts que les autres face au digital.
Et l'information, désormais, c'est une commodité. Tout le monde a accès à l'information. Donc les managers n'ont pas plus d'informations que les autres. Et donc désormais, la bonne pratique pour un manager, c'est précisément de savoir qu'il ne sait pas. Et donc ça, c'est le meilleur manager dans le digital. Il sait qu'il ne sait pas, et donc il va essayer de mobiliser les outils pour savoir, et il n'y a qu'un seul outil pour savoir, c'est la data. In God we trust, all others bring data. C'est une phrase qui est souvent donnée, alors pardon parce qu'elle n'est pas très laïque, mais elle est donnée dans les années 50 par Edward Deming, qui est peut-être quelqu'un que vous connaissez, qui est le père fondateur des cercles de qualité, qui a développé une méthode scientifique, Plan, Do, Check, Act. Quand on veut essayer de trouver quelque chose, d'abord on le planifie, puis après on le teste, on vérifie que les résultats de ce test sont favorables, et uniquement à ce moment-là, on acte, donc on déroule le plan. Mais en fait, dans le digital, c'est exactement pareil. On n'est pas dans un jeu de croyance ou d'intuition, on est dans un jeu scientifique. Et là, la science est formelle. La science, c'est les datas, et les datas vous dit qu'à gauche, ça transforme plus qu'à droite. Alors c'est gênant, inconfortable, mais c'est désormais la règle dans le digital. Autre point, c'est l'idée selon laquelle il faut faire des choses qui puissent passer à l'échelle. Vous voyez, en fait, les grands groupes, ils ne vont jamais sur des innovations qui sont trop nichées, dont elles ne perçoivent pas nécessairement le ROI ou le gros marché adressable. Eh bien, désormais, dans le digital, il ne faut absolument pas chercher à faire des choses qui passent à l'échelle. Alors, pour vous faire passer cette idée, je vais vous prendre mon cas. Donc, en qualité de maître de conf, je suis souvent invité à être jury dans des hackathons, startup week-end. Et je dois dire que c'est assez ennuyeux parce que quand vous êtes face à un public jeune, donc élève, vous avez toujours les mêmes idées qui reviennent. Déjà, il y a assez peu d'idées B2B qui s'adressent aux entreprises puisqu'ils ont une expérience professionnelle relativement faible et c'est légitime. Donc, il y a beaucoup de B2C et puis il y a beaucoup de choses un peu gadget. Mais sachez que une des premières idées qui vient en tête des élèves quand ils font un hackathon, c'est qu'ils essaient de regarder leur journée, ils regardent leurs problèmes et ils essaient de résoudre leurs problèmes. Alors, le premier problème qu'ils ont, c'est le réveil. Donc du coup, ils ont toujours la même idée de se dire « Ah bah tiens, mon réveil est connecté, ma cafetière est connectée. » Donc ce qu'on pourrait faire, c'est que quand mon réveil sonne, ça fait couler le café. Bon, c'est ce qu'on appelle un gadget dans le digital. Et dans le digital, on dit qu'il est toujours plus facile de vendre des médicaments que des vitamines. C'est-à-dire que vendre des choses qui sont gadgets, c'est compliqué. Mais deuxième problème de la journée des étudiants, ce sont les transports. Les transports, ils se disent « Ah, les gens s'ennuient dans les transports. » Je sais pas. Je crois pas d'ailleurs, mais je crois qu'ils sont concentrés, je crois qu'ils ont dans un sas de... Mais in God we trust, all others bring data. S'ils m'apportent les chiffres que leur solution est sympa, j'accepte. Donc, ils essaient de travailler sur les transports. Et souvent, ils ont deux tilts. Alors, le premier tilt, c'est « Ah, c'est génial les transports, parce que les gens, en fait, on peut les géolocaliser. Et puis, ils sont captifs. Ils peuvent pas partir du métro ou du bus. Donc, en fait, ce qu'on va faire, et là, naît l'idée géniale, c'est les mettre en relation. On va construire un réseau social éphémère. Donc la possibilité de jouer avec les gens dans le métro à 1 puissance 4 ou des choses comme ça. Et puis après, deuxième tilt, c'est « Attends, c'est génial cette idée, parce que en fait, des transports en commun, il y en a plein. Aujourd'hui, en Ile-de-France, il y a 3 millions de personnes qui prennent des transports en commun par jour. Et puis en plus, des transports en commun, il n'y en a pas qu'en Ile-de-France. Il y en a à Bordeaux, il y en a à Marseille. Ah tiens, il n'y en a pas qu'en France. Il y en a à Shanghai, il y en a à New York. Et à la fin, argument massu, mon marché adressable, c'est 300 millions de personnes dans le monde. Et donc face à cette idée, ma réponse est toujours la même. Ok. Le seul truc que tu as oublié, c'est qu'en fait, quelqu'un dans le bus, ça n'existe pas. Alors là, il y a toujours un moment de blanc. Comment ça n'existe pas? Bien en fait, dans le bus, vous avez une personne qui rentre de soirée, un professionnel qui prépare sa présentation, un collégien qui est assez stressé parce que c'est la première fois qu'il prend le bus tout seul et qui veut absolument descendre à la bonne station. En fait, vous n'avez pas une homogénéité des besoins, ce qui fait qu'à la fin, en fait, vous ne résolvez le problème de personne. Et donc, en fait, à trop penser au passage à l'échelle, ce que vous négligez, c'est la première étape. La première étape, c'est de résoudre un problème concret des gens, et c'est là où échoue l'innovation. Le passage à l'échelle, c'est cadeau. Tiens, pour faire référence à des concepts économiques, la promesse du digital, c'est coûts marginaux nuls, coûts fixes relativement élevés, mais donc en fait, la scalabilité, le passage à l'échelle, c'est vraiment simple. Ce qui est très compliqué, c'est d'enlever le caillou dans la chaussure des gens. Et ça, c'est négligé quand vous regardez trop le ROI. Donc vraiment, dans le digital, il ne faut pas faire des choses qui passent à l'échelle. Et d'ailleurs, si vous regardez toutes les innovations qui aujourd'hui sont passées à l'échelle, au départ, elles nichent leur innovation sur un marché qui est très restreint. 10e bonne pratique que j'aimerais remettre en cause, je vais aller assez vite sur ça là, c'est celle qui consiste à se dire, ok, les entrepreneurs, les innovateurs sont des gens pugnaces, qui font preuve d'abnégation, le marché reconnaîtra les siens, parfois il faut même éduquer le marché, on entend beaucoup de phrases comme ça, qui finalement sont, de mon point de vue, assez absurdes. En fait, non.
la meilleure compétence d'un innovateur dans le monde digital, c'est pas de persister, c'est de s'ajuster. Toutes les innovations que vous utilisez ont été pensées très différemment de la façon dont vous les utilisez. Alors juste quelques exemples. YouTube, c'est assez peu connu, mais vous pouvez regarder en ligne, si vous tapez les 5 plus grands pivots des entreprises numériques, vous tombez dessus. YouTube a été imaginé comme un site de dating, de rencontre. YouTube se disait, ok, bon bah quand on se présente à l'écrit, on peut pas avoir une perception très fine de la personne qu'on a en face, donc on va faire en sorte que les gens puissent se présenter à travers une vidéo. Et donc ça c'est la première vidéo sur le slide jamais postée sur YouTube. C'est un des cofondateurs, on voit comme il est jeune. Et donc aujourd'hui c'est devenu le plus grand broadcaster au monde. Au départ c'était un site de dating. Android n'a jamais été pensé comme un système d'exploitation sur les téléphones, mais sur les appareils photo. Il se trouve que l'appareil photo était sur le téléphone et ils ont fait leur pivot. Alors cette entreprise elle est assez sympa. Vous voyez, c'est un site qu'on appelle MMORPG, c'est un site qui mêle le réel et le virtuel. C'était un jeu qui permettait aux gens d'aller proche de la Tour Eiffel, prendre la photo, ce qui permettait d'attester qu'ils avaient été proches de la Tour Eiffel, et puis ils échangeaient la photo sur le site, ce qui permettait de gagner des points avec un petit avatar en ligne. Le fondateur de cette boîte, il regarde ses chiffres, In God We Trust, All Others Bring Data, et ce dont il s'aperçoit, c'est que les gens adorent s'échanger des photos, mais se fichent assez de gagner des points avec leur petit avatar. Donc en fait, la perfection est atteinte non pas quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à enlever. Phrase de Saint-Exupéry qu'on adore dans le digital, c'est-à-dire qu'il faut tout enlever, sauf l'essentiel. Et donc il enlève tout, sauf l'échange de photos, et ça devient Flickr. Donc Flickr, le plus grand site d'échange de photos, naît d'un site MMORPG au départ, ce qui est un pivot assez remarquable. Et puis dans le livre, alors c'était la surprise du livre, je viens de spoiler un peu le livre si vous souhaitez le lire. Je me suis dit bon, c'est un livre sur l'innovation, donc on va essayer d'être un peu innovant. Et donc je me suis dit une forme d'innovation, c'est pas de faire un top 10 format, mais un top 11 format. Bon, tout ça est une innovation très mineure, mais simplement donc il y en a 11 et pas 10. Et la dernière dont je voudrais parler, c'est celle qui consiste à externaliser ce qu'on sait pas faire et internaliser ce qu'on sait faire. Ça paraissait plutôt logique dans le monde d'avant. On se dit, bon, bah, si on sait pas faire quelque chose, on va externaliser, et puis si on sait faire quelque chose, on va l'internaliser. Désormais, dans le digital, il faut faire tout l'inverse. Pourquoi? Eh bien, parce que si vous externalisez quelque chose que vous ne savez pas faire, vous allez prendre x10 en prix, x10 en délai, et diviser par 10 en qualité. Et comme, en fait, vous devez rentrer dans des boucles de test and learn, il est inenvisageable d'externaliser le digital à quelqu'un qui aura la main sur le code et qui va vous tenir à distance du code, qui est en fait le cœur de ce que vous êtes en train de faire. Et donc en fait, si vous ne connaissez pas le digital, il ne faut pas l'externaliser, il faut au contraire l'internaliser. Tout ça paraît très contre-intuitif, mais c'est désormais la règle dans le digital. Je conclus, et je serais très intéressé d'en discuter avec vous. Simplement, si j'avais produit un livre sur l'innovation il y a 5 ans, j'aurais pu vous défendre que les meilleurs innovateurs, ce sont ceux qui font des benchmarks, des veilles assez fines pour pouvoir copier les champions. Ce sont des gens qui sont robustes d'un point de vue technique, donc qui disposent d'innovations qui sont les meilleures. Il fallait être original, il fallait bien connaître le marché sur lequel on était, il fallait évidemment produire avant de vendre, il fallait faire des business plans, il fallait pouvoir mobiliser les ressources adéquates pour atteindre l'objectif qu'on s'était fixé, il fallait, etc., etc., donc je ne vais pas dérouler tout. Et aujourd'hui, je vous dis tout l'inverse. Et donc ce livre, c'est vraiment pour essayer d'établir une démonstration, c'est presque un manifeste, en tout cas c'est comme ça que je l'ai pensé, pour essayer d'expliquer très précisément pourquoi le digital oblige les entreprises à innover à l'envers. Merci. Thomas, est-ce que vous avez déjà des questions? Allez, moi j'en ai, mais monsieur là-bas. Alors, la raison pour laquelle j'ai créé une entreprise sur les paris sportifs, c'est parce que c'est un domaine qui me passionnait, donc j'étais utilisateur. Et à la question est-ce que ça a réussi, la réponse est non. Et d'ailleurs, ce livre s'inspire de beaucoup de mes expériences, et notamment de mes échecs. Donc j'ai 2 échecs entrepreneuriaux, et ça a été une grande source d'inspiration, précisément parce que je n'ai pas appliqué tous les principes que j'évoque ici. Et donc en fait, le propos que je déroule dans cet ouvrage est le résultat à la fois de mes expériences entrepreneuriales et de ma position qui m'amène à accompagner beaucoup de startups,
dont je vois certaines mauvaises pratiques, et aussi beaucoup de grands groupes, ce qui me permet en plus d'observer la différence entre les pratiques d'innovation dans les startups et dans les grands groupes. Et en fait, je dois dire que, simplement pour donner une deuxième grille de lecture sur ce livre, en fait, ce livre-là, vous pouvez le lire. Pardon, je le dis en conclusion, et finalement, je me dis j'aurais peut-être dû donner cette clé d'entrée en intro. Ce livre, vous pouvez le lire aussi à l'aune de la bagarre qui est en train de se produire entre les startups et les grands groupes. Et en fait, toutes les bonnes pratiques sont plutôt dans l'ADN des startups. Pour une startup, c'est plutôt facile d'aller sur ce chemin de la sérendipité, d'assumer de ne pas savoir où elle va. Pour un grand groupe, c'est en réalité très compliqué. Pour une entreprise très jeune, c'est finalement assez facile de mettre le design devant l'ingénierie qu'elle n'a pas. Pour un grand groupe, c'est compliqué parce que elle a une R&D très dense, composée d'ingénieurs brillants. Et donc, sabrer l'ingénierie à la faveur du design, c'est finalement très compliqué. Donc, simplement, vous pouvez lire ça de cette façon. Alors, moi, j'ai une question parce qu'en fait, il me semble qu'on a assez bien compris tout ce qu'il fallait pas faire, mais je suis pas sûr d'avoir bien compris ce qu'il fallait vraiment faire. Et donc ma question c'est finalement comment on fait, c'est-à-dire qu'une fois qu'on se dit finalement, alors pour résumer, bon, on copie pas ce qu'on réussit, on fait pas de prévision, on est approximatif, on cherche pas à être original. Bon, d'accord, mais concrètement, une fois que là tous on rentre chez nous et qu'on se dit bon, comment on fait, par quel bout on prend le problème, quoi, pour essayer de justement de digérer ces bonnes pratiques. Alors, je vais répondre de manière assez, sans doute, étonnante pour vous. Sachez qu'en fait, il y a une définition, parce que je parle de start-up et de grands groupes ou d'entreprise, et puis j'ai pas défini ce qu'était une start-up pour moi ou une entreprise. Alors, je vais m'adosser à la définition qui est donnée par Steve Blank, que je donne à la fin du livre. Lui, il définit une start-up comme une entité à la recherche de son modèle économique. Donc, c'est une entité qui est en train d'explorer, d'essayer de trouver un modèle économique. À l'inverse, une entreprise, c'est une entité qui a un modèle économique qu'elle connaît et qu'elle peut exploiter. Cette définition, elle est assez commode parce que, par exemple, elle permet de vous dire que Twitter est une start-up et Google n'en est pas une. Pourquoi ? Parce que Google connaît très bien son modèle économique, il vend de l'espace publicitaire et il fait des milliards d'euros avec ça. Par contre, Twitter n'a pas réussi à monétiser son audience et donc il cherche encore son modèle économique. Donc, simplement, ce que je dois vous dire, c'est que peut-être, de manière assez étonnante pour vous, peut-être que finalement les grands groupes n'ont pas intérêt à innover. Peut-être que les grands groupes n'ont pas vocation à innover, ils ont simplement vocation à laisser les startups explorer. Et une fois que les startups ont fait la preuve du product market fit ou d'un modèle économique robuste, alors là, il faut passer dans la phase, on va exploiter le modèle économique, et dans ce cas-là, ça s'appelle un exit ou un rachat par le grand groupe de la startup. Et peut-être que c'est la façon dont les grands groupes doivent innover, c'est-à-dire laisser les startups innover et puis après les accueillir pour exploiter un modèle économique une fois qu'il a été trouvé. Donc, à la question comment on fait, pour un grand groupe, assez compliqué. Et d'ailleurs, je dois dire que assez peu de grands groupes ont réussi à innover. Tous les produits que vous utilisez aujourd'hui, en qualité de consommateur, donc en B2C, ce sont des pure players d'Internet qui vous les ont offerts. Google n'existait pas il y a 30 ans, Twitter, YouTube, tout ça, ce sont des pure players d'Internet. Et donc, si les grands groupes n'arrivent pas à innover avec le digital, peut-être que c'est parce qu'elles n'ont pas vocation à innover avec le digital. Peut-être qu'elles ont intérêt à laisser les startups faire. Alors simplement, ce livre-là, pour ceux qui connaissent Clayton Christensen, c'est un grand clin d'œil à Clayton Christensen, parce que Clayton Christensen, c'est quelqu'un justement qui a montré pourquoi les grands groupes avaient du mal à innover. Et alors lui, il prend le cas Kodak, donc son livre s'appelle Innovation Dilemma, et le sous-titre de son livre, c'est Quand les nouvelles technologies conduisent les grands groupes à échouer. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai repris ce sous-titre-là avec un wording à la Clayton Christensen qui est quand le digital oblige les entreprises à innover à l'envers. Et en fait, lui nous explique pourquoi les grands groupes n'arrivent pas à innover. Alors lui, il nous dit, ok, prenons Kodak. Kodak a la technologie du numérique proposée par sa R&D. C'est-à-dire que Kodak, qui fait de l'argentique, dont le modèle économique est de vendre de la pellicule, a la technologie numérique en son sein. Donc évidemment, la R&D montre ça au directeur général. Le directeur général, comme tout bon directeur général, se dit, bon, avant de sortir la techno, je vais la faire valider par le marketing. Et le marketing lui dit, oulala, on ne sort pas surtout le numérique, parce que sinon on se tue nous-mêmes. Si demain on sort le numérique, on va plus vendre une pellicule.
Et donc en fait, pour cette raison-là, ils ne sortent pas le numérique. Donc le numérique, évidemment, ils essaient de le mettre sous le tapis, mais comme toutes les choses qu'on essaie de mettre sous le tapis, ça sort à l'extérieur, et ils se font disrupter par l'extérieur. Et donc lui, il nous explique ça. Et en fait, la façon de sortir de ce problème, de ce dilemme de l'innovation, dirait Clayton Christensen, c'est précisément de se réinterroger sur son why, donc sur sa mission, et de ne pas rester figé sur son what ou son how, sur ce qu'on fait ou comment on le fait. Alors simplement, je vais m'expliquer, parce que là, j'ai donné quelques mots un peu complexes, mais vous voyez, Kodak s'est envisagé comme un vendeur de pellicules. Mais ça, c'est ce qu'ils font, c'est le what. Qu'est-ce qu'ils font? S'ils s'étaient réenvisagés sur leur why, en fait, ils se seraient aperçus qu'en fait, leur mission, c'était de faciliter l'échange de souvenirs de vacances entre particuliers. Et s'ils sont plus sur cette mission, alors le fait de faire de l'argentique ou du numérique, c'est un détail. Et donc, en fait, la façon de faire pour un grand groupe, c'est de revenir sur son why. Et en termes de pratique d'innovation, pour répondre à la question, parce que j'ai fait une grande digression, c'est peut-être de ne pas innover. En tout cas, c'est une question que je laisse en suspens. Oui, mais ne pas innover, c'est quelque part vouloir que rien ne bouge, c'est-à-dire c'est vouloir préserver l'ancien monde. Or, effectivement, vous l'avez dit, c'est pas les fabricants de diligences qui ont inventé l'automobile, quoi. Donc, est-ce que ça veut dire que les grands groupes ils sont condamnés à disparaître? Parce que la vision que vous donnez de ok, bon, les startups, c'est un peu des poissons pilotes, on regarde si ça marche ou pas. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la startup, elle peut concurrencer directement le grand groupe. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'économie du taylorisme où vous aviez... en gros, les 4 stades de l'économie qu'on connaît, c'est le premier stade, c'est ce qu'on peut appeler la peinture flamande, c'est-à-dire peu de gens qui travaillent pour peu de gens. Après, vous avez beaucoup de gens qui travaillent pour peu de gens, ça c'est plutôt Château de Versailles. Après, vous avez beaucoup de gens qui travaillent pour beaucoup de gens, c'est le taylorisme, les multinationales à plusieurs centaines de milliers, voire quelques millions de salariés qui travaillent pour le monde entier, donc General Motors, etc. Là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 15 types dans un 50 mètres carrés qui peuvent inventer une application qui va révolutionner la vie du monde entier. Vous l'avez bien montré avec vos graphiques. Et là, d'entrée, ils peuvent faire un chiffre d'affaires mondial, des profits mondiaux, ce qui pose d'autres problèmes d'ailleurs en termes de répartition de la richesse, etc. Mais donc ils sont concurrents directs du grand groupe et ils peuvent tuer le grand groupe. Alors je vais vous répondre aussi avec un conseil pour l'administration, puisqu'on est au ministère aujourd'hui. Okay. Du coup, je fais les deux d'un coup. Et je vais vous parler du cas Twitter. Et puis après, je vais l'appliquer à l'administration. Vous voyez, Twitter, en fait, a un problème, c'est qu'ils ont une énorme audience, mais ils ont eu du mal à la monétiser. Alors, historiquement, c'est même pire que ça, c'est qu'ils ont essayé et puis ils ont échoué. Par exemple, ils voulaient mettre des trend topics, vous voyez les sujets chauds du moment, sponsorisés. Par exemple, Toyota pouvait acheter un trend topics sur la Prius, ce qui permettait aux gens de cliquer dessus et ça permettait d'avoir les tweets sur la Toyota. Et la communauté des tweetos ont dit non, enlever ça, et donc ils ont fait des tentatives mais n'ont pas réussi à monétiser leur audience. Et donc là, c'est ma lecture très personnelle du cas Twitter. Ce que je pense que Twitter est en train de faire, c'est faire une stratégie que moi j'appelle, je ne sais pas quel nom on peut lui donner, mais une stratégie de l'infrastructure. La stratégie de l'infrastructure, c'est de dire Twitter souhaite être l'infrastructure essentielle, la condition nécessaire pour que les autres puissent innover. Autrement dit, ils ouvrent des API, donc ils ouvrent leur data à l'ensemble des startups en leur disant « Venez, si vous avez besoin de mes données, c'est gratuit ». Exemple, il y a une startup qui vous dit « Vous pouvez gagner beaucoup d'argent si vous arrivez à sniffer les signaux faibles sur Twitter avant les marchés financiers. » Par exemple, une Prius tombe dans le mur, ça fait un bad buzz sur Twitter. Si vous le savez avant les marchés financiers, vous prenez une position à la baisse sur Toyota et vous gagnez beaucoup d'argent. Cette startup-là, elle ne peut proposer son service qu'en utilisant les data Twitter. Et d'ailleurs, Twitter lui dit « Bienvenue, viens ». J'ouvre des API, donc en fait, la possibilité pour toi, gratuitement, de venir piocher mes données. Une fois que Twitter sera l'infrastructure essentielle pour n'importe quelle startup en matière d'innovation, Twitter a réussi à les bloquer. Et donc, ils peuvent faire une stratégie à la Google Maps, désormais en monétisant l'accès à ces données. Pour l'administration, pour les grands groupes, c'est la même stratégie, à mon avis, d'innovation, en faisant de l'open innovation, en ouvrant ces données, ce qui est d'ailleurs très contre-intuitif, parce que souvent on a plutôt l'intérêt à fermer ces portes, en disant aux startups, vous voulez explorer, allez explorer à travers mes données. Par exemple,
l'État, et d'ailleurs c'est d'ailleurs ce que l'État a très bien fait sur les dernières années avec la stratégie d'Open Innovation, et c'est pour ça qu'en fait les actions des différents secrétaires d'État ont été très positives de ce point de vue-là, au numérique, c'est-à-dire qu'ils ont souhaité ouvrir les données de l'État. Et donc aujourd'hui, comme vous avez accès, quand vous êtes une agence immobilière, au cadastre, je ne sais pas si c'est le cas, mais peut-être aux données de l'Observatoire de la criminologie, vous pouvez faire une agence augmentée qui vous dit quand vous allez louer un appartement, tu vois, le taux de réussite au bac, il est de 80% dans l'école d'à côté, tu as un Franprix à côté, et puis il y a eu quelques agressions dans la rue parallèle. Bon, ça, en fait, la start-up ne peut le faire que si elle accède à des données ouvertes de l'État. Et donc, par exemple, le grand groupe, peut-être qu'il n'a pas intérêt à innover, mais à accueillir l'innovation avec de l'open innovation, de manière à maintenir une rente, parce que c'est le grand groupe qui possède l'innovation. Exactement comme l'État. L'État n'a pas forcément intérêt à innover. Par contre, à garder une infrastructure accueillante pour que les startups puissent innover à sa place. J'ai répondu. Question ? Oui. Moi, j'avais une petite remarque. J'ai une question, mais j'avais une petite remarque par rapport à ce que tu disais sur justement le cas Kodak qui est emblématique. Et je suis tombé sur une info récemment sur l'aspect vintage aussi qui est important parce qu'on est attiré par l'innovation puis on s'en lasse aussi. On voit que Facebook, les communautés virtuelles, elles trouvent aussi leurs limites, même si elles ont engendré une communauté réelle. Et je vais y revenir. Et j'étais en train de m'interroger pendant... alors du coup, là, on est en train de revenir à l'argentique et on s'arrache maintenant les photos. On trouve que de prendre des photos, ça facilement, ça dévalorise la photo. Et il y a des gens qui reprennent plaisir à développer l'argentique parce qu'on y met du soin. Pareil, on s'arrache des vinyles, voilà. Donc il y a des industries qui sont disruptées et puis on y retourne. Alors peut-être que c'est un effet de mode, ça va pas peut-être à nouveau bousculer le modèle. Mais pendant que tu parlais, je m'interrogeais bien sûr sur l'application de tes principes, de tes 11 principes à l'État. Et par sérendipité, j'en suis arrivé à m'interroger, puisqu'on parle de Startup Nation aujourd'hui, et aujourd'hui on est face à la Startup Insurrection, et j'étais en train de zapper sur les gilets jaunes. Et je me suis dit, tiens, les gilets jaunes, est-ce que c'est une innovation façon Thomas Oui? Eh ben, j'ai commencé à décliner les 11 principes, eh ben oui, on est dans quelque chose, tu regarderas, on est dans quelque chose qui ressemble pas mal à tes principes. Je vous laisse vous amuser à voir, mais c'est intéressant parce que ça montre que on se focalise un peu sur l'innovation dans les grands groupes, dans le marchand, mais l'innovation, elle est aussi dans le système politique, comme on l'a vu. On est quand même pas mal disrupté par ça en ce moment. Et je trouve que c'est aussi intéressant de s'appliquer ça, parce que le champ de l'innovation, il est beaucoup plus vaste que le marchand, quoi. Voilà. Tu regarderas le gilet jaune, ça peut être un exemple sympa dans tes présentations. Okay. Tu le valideras. Ouais, je vais te donner, j'avais jamais eu cette clé d'entrée sur l'ouvrage, et je dois dire que je l'ai écrit avant les gilets jaunes. C'est simplement sur le premier point, est-ce que le côté vintage revient? Je sais pas, parce que en fait, Emmanuel, tu me demandais si j'appliquais les principes que j'évoque dans le livre. Et effectivement, un des principes que j'évoque, c'est que lorsqu'une start-up vient me voir avec une innovation, j'essaie de mettre de côté mes intuitions et de ne pas juger les idées, mais plutôt les datas. Et donc en fait, est-ce que le vintage revient à la mode ou pas? Est-ce que si une start-up vient en me disant on va faire un Polaroid parce que le Polaroid prévaut désormais, parce que c'est vintage devant le numérique qu'on a trop utilisé, ma réaction sera je sais pas. Et par contre, vas-y, teste et dis-moi si ça marche. Et donc il semblerait, j'ai pas les datas, mais que ça marche. Ok. Ouais, l'effet mode contre mode. Ok, ouais, ça, je sais pas. En tout cas, ouais, simplement pour dire, est-ce qu'on peut se lasser, tu sais, un peu l'effet soufflet autour des innovations. J'ai récemment entendu une conférence assez remarquable d'une personne qui gère le fonds d'investissement de Xavier Niel, qui s'appelle Jean de la Roche-Brochard, et qui a fait une conférence assez incroyable et qui m'a beaucoup éclairé sur un point qui est un point de lecture sur comment tu regardes une innovation B2C ou une innovation B2B. Et lui dit qu'en fait, le B2C, c'est très particulier parce que sont des innovations qui viennent toucher chez les gens des choses qui sont durables, profondes et authentiques. Et souvent, quand on lit une innovation, on la lit de manière impropre. Je te donne un exemple. Tinder, je prenais l'exemple tout à l'heure dans mes slides. En fait, on pourrait penser que Tinder, c'est une innovation au service de la rencontre, pour que les gens se rencontrent. Mais c'est pas un très bon business de faire en sorte que les gens se rencontrent quand on crée Tinder. Pourquoi? Parce qu'en fait, si les gens se rencontrent, ils vont rester ensemble, et donc du coup, ils reviendront pas sur l'application. Et donc, il y a une métrique essentielle en matière d'application, c'est la stickiness, c'est la rétention, il faut que les gens reviennent. Et donc, lui, il dit, non, en fait, Tinder,
c'est pas une application qui permet aux gens de se rencontrer. C'est une application qui va toucher chez les gens quelque chose de profond, durable et authentique. Et qu'est-ce qui est profond, durable et authentique chez les gens? C'est l'ego trip. En fait, les gens adorent swiper en disant « Ah ok, je suis populaire, je suis populaire ». Autre exemple, Facebook. Tu vois, Facebook, ça touche quelque chose de très profond, authentique et durable chez les gens. C'est le côté FOMO qu'on a tous. FOMO, c'est Fear of Missing Out, c'est j'ai peur de rater quelque chose. Et donc en fait, si tu regardes les fonctionnalités, elles sont toujours au service de ce besoin profond, durable et authentique adressé chez les gens. Et donc, quelle est la fonctionnalité sur Facebook qui nourrit les FOMO? C'est le scroll à l'infini. Tu peux scroller à l'infini en disant « Ah tiens, j'ai raté ça, ah tiens, j'ai raté ça ». Et donc, tu peux prendre toutes les innovations B2C et les relire à l'aune de « Est-ce que ça touche quelque chose de profond, durable et authentique ?» Et il se trouve que toutes les innovations B2C qui ont un espèce d'effet soufflet, c'est parce que sans doute qu'elles ne touchent pas des choses aussi profondes, durables et authentiques que les autres. Et donc, est-ce que le côté vintage va vraiment sur quelque chose de profond ou plutôt un effet de mode? C'est intéressant. C'est un propos que je déroule pas du tout dans le livre, mais comme récemment j'ai écouté cette conférence et que j'ai trouvé assez remarquable, je me permets de la restituer auprès de vous. Une autre question, là. Non ? Ah non, il n'y avait pas une autre question là? Personne? Ah bah j'ai cru. Moi j'ai quand même. Alors c'est intéressant de tirer le fil effectivement sur parce que il y a les questions que posent effectivement les gilets jaunes et la façon dont ils les posent, mais il y a la réponse à apporter maintenant. Moi j'ai quand même et le débat qui est soulevé, qui est intéressant, c'est justement sur la façon de répondre. Qu'est-ce qu'on attend finalement maintenant de l'action publique, etc. Et moi il y a deux points qui me paraissent intéressants dans ce que vous avez dit et qui peuvent être d'ailleurs des points d'entrée intéressants sur un peu cette modernisation cette invention du service public du 21e siècle dont on sent que les gens ils attendent quelque chose de ce côté-là. Deux, c'est quand même l'expérimentation. C'est-à-dire qu'en gros, or aujourd'hui, on voit bien qu'on a tendance à faire des lois qui tombent d'en haut, mais sans avoir expérimenté avant, ne serait-ce que localement, etc. Alors ça se fait un peu, mais peut-être pas autant qu'on devrait le faire. Et puis il y a quand même un autre phénomène, et là, il me semble qu'il y a un vrai handicap français, c'est le droit à l'échec. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un pays qui interdit l'échec. Et dans les raisons qui font qu'on a, alors il y a plein de raisons qui font qu'on a, vous savez, c'est les fameux chiffres qu'on cite sur le fait qu'on a 2 fois moins d'entreprises de taille intermédiaire que l'Allemagne, etc. Mais une des raisons, c'est sans doute qu'il y a plein de patrons qui n'ont pas osé finalement, qui sont restés dans une forme de confort avec des entreprises de taille modeste, etc. et qui n'ont pas voulu aller plus loin parce qu'ils se disent mais si je me plante, je suis mort, quoi. Donc ça c'est quand même et ça c'est pas encouragé aujourd'hui par l'État. L'expérimentation, c'est pas dans les pratiques de l'administration et de l'État et le droit à l'échec, il n'est pas vraiment reconnu non plus. Oui, complètement. Si on a une application à la politique de l'ouvrage, on peut se dire qu'un élément essentiel lorsqu'on crée une nouvelle loi, c'est alors si je le dis avec le langage startup, c'est le product market fit, c'est le fait que les gens vont accepter cette loi. Et souvent, en fait, on se pose la question après. Et donc, en fait, ça crée de l'insurrection lorsque, effectivement, on s'aperçoit que ce qu'on a proposé n'est pas du tout accepté par les gens. Donc, en fait, effectivement, je pense qu'il peut y avoir une application très politique de cette bonne pratique qui consiste à d'abord tester, prendre le pouls auprès du marché de ce qu'ils veulent ou de ce qu'ils ne veulent pas avant de produire. Vendre avant de produire. Et le deuxième point que tu évoquais, c'était sur C'était droit à l'erreur et expérimentation. Ouais. Alors, droit à l'erreur, j'ai une bonne nouvelle. Effectivement, je partage le constat, mais en étant assez proche de la nouvelle génération qui va arriver sur le marché du travail, donc mes élèves, je m'aperçois qu'en fait, ils s'autorisent beaucoup plus l'échec. Et je dois dire qu'ils voient même un échec entrepreneurial comme une première marche vers des positions qu'ils n'auraient jamais eues s'ils n'avaient pas entrepris. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire dans ma présentation, c'est que donc, je dirige une chaire à Télécom Paris Tech avec LVMH. Et en fait, nous, notre vision, c'est que n'importe quel étudiant devrait, dans le cadre de sa scolarité, entreprendre. Pas entreprendre pour créer des startups à succès, mais entreprendre parce que l'entrepreneuriat, de notre point de vue, c'est la meilleure façon d'apprendre. Donc, en fait, on pense que en allant acheter des Google AdWords, des Facebook Ads, on va développer chez nos élèves des compétences qui vont les amener à être beaucoup plus forts s'ils vont vers les métiers du marketing digital, par exemple. Et donc ces élèves-là, nous, ils entreprennent et ils échouent. Parce qu'en fait, dans le digital, la règle, c'est d'échouer. L'exception, c'est de réussir. Et
toutes les startups que j'ai accompagnées qui ont vraiment entrepris sérieusement, je m'aperçois qu'il y a des externalités positives à l'entrepreneuriat. Les externalités positives, c'est, OK, la startup a échoué, mais c'est tous les bénéfices que vous allez tirer de cette expérience. Et je peux vous dire que mes élèves qui ont entrepris après leur scolarité, qui ont fait 1 an ou 2 d'entrepreneuriat très sérieusement, ils accèdent à des positions qu'ils n'auraient jamais pu espérer avant leur aventure entrepreneuriale. Pourquoi ? Parce qu'ils ont rencontré plein de gens dans le cadre de leur activité, ils ont pu montrer que c'était des gens parfaitement intelligents face à leurs clients, et leurs clients leur disent ah ok, si la boîte tombe, désormais on va te prendre parce que t'es brillant. Et que donc finalement cette idée de sacraliser négativement l'échec, elle est juste, mais elle est en train de changer grâce à la nouvelle génération qui vient sur le marché du travail. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, mais est-ce que parce que moi c'est pas pour eux que j'étais inquiet, c'est par rapport au regard qu'il y a sur eux, c'est-à-dire au regard que les banquiers portent sur ceux qui échouent, au regard que l'État porte sur ceux qui échouent. Voilà, c'est pas facile. Alors juste ce que je viens de vous proposer là comme bonne pratique d'innovation, je crois pouvoir dire que c'est mainstream, c'est plutôt accepté par la plupart des gens qui sont renseignés sur l'innovation digitale. Maintenant, il reste quelques autres acteurs à convaincre. Par exemple, je disais que les business plans étaient morts. Mais si vous allez à la banque, votre banquier va vous demander un business plan. Et donc là, en fait, il faut, quand vous êtes entrepreneur, développer une forme de schizophrénie où en fait vous faites des business plans pour les autres, surtout en ne croyant pas à ce que vous êtes en train de faire, mais simplement parce que vous avez besoin de ce livrable pour pouvoir discuter avec votre banquier. Donc en fait, j'espère que ce message va se diffuser et que de plus en plus d'acteurs, y compris des acteurs qui sont relativement loin de l'entrepreneuriat, vont comprendre désormais ces nouvelles bonnes pratiques d'innovation. C'est d'ailleurs l'objectif. L'objectif, c'est que du monde de la recherche et de nos résultats, j'ai voulu parler au plus grand nombre. Mais le plus grand nombre aujourd'hui qui lit ce livre, c'est quand même des gens qui sont intéressés par le digital. Demain, il va falloir convaincre, au-delà de ce cercle, un maximum de gens, parce que effectivement, il ne faut pas que ces gens soient des freins pour l'aventure entrepreneuriale. Une question là-haut. Alors j'ai eu la chance d'aller dans pas mal d'endroits pour observer les écosystèmes locaux en matière d'entrepreneuriat. On voit quelques différences assez remarquables. Et je dois dire que ce travail-là est très inspiré de ce que nous disent les gens qui prennent la parole aux États-Unis, qui sont plutôt des praticiens d'ailleurs. Vous voyez le fake it until you make it, le fait des choses, faites des semblants, vendez avant de produire, et puis le fait des choses qui ne passent pas à l'échelle. C'est un post qui a par exemple été produit par Paul Graham. Donc Paul Graham, c'est aux États-Unis quelqu'un qui a fondé le Y Combinator. C'est un des accélérateurs le plus sélectif et reconnu au monde. Il a accueilli Dropbox, Airbnb, Stripe, donc beaucoup de gens. Et lui, en fait, prend la parole. Donc il prend la parole sur son blog et nous dit faites des choses qui ne passent pas à l'échelle. Et là, en fait, toute la communauté des gens renseignés sur l'entrepreneuriat se disent waouh, contre-intuitif. Et donc ça, c'est par exemple né de sa réflexion. Je vous invite d'ailleurs à aller voir son blog qui s'appelle donc le post sur son blog qui s'appelle Do Things That Don't Scale. Sarah Sarasvati, elle bosse aux États-Unis. C'est elle qui crée le concept d'effectuation. Donc, si on devait regarder quelle est l'inspiration de ces bonnes pratiques, on regarderait plutôt à l'ouest plutôt qu'à l'est. Mais maintenant, c'est en train d'essaimer un peu partout. Vous avez aussi des pensées qui sont dominantes et qui diffusent. Donc nous, on est plutôt aujourd'hui, si je regarde par rapport à la formation à l'entrepreneuriat, on est plutôt aligné avec ces bonnes pratiques-là. Quand je regarde ce que je fais dans mes cours, ce que font mes collègues dans leurs cours, c'est plutôt l'application de ces principes-là. On n'est plus vraiment sur du business model, du business plan. On forme moins nos élèves à être sur du problème design, mais plutôt sur du problème solving. Donc on est. Mais j'ai un biais d'observation, mais peut-être que parce que les gens que je connais sont les gens avec qui j'ai discuté et qui ont influencé cet ouvrage, mais j'ai l'impression qu'on est plutôt en train d'appliquer correctement ces bonnes pratiques en France, et elles l'étaient déjà un peu aux États-Unis de manière un peu plus avancée. Oui, madame. Il faut ouvrir les données et l'innovation, elle va se
Ah oui, externaliser l'innovation. Ouais. Ah oui, et donc c'est contradictoire avec le point de l'externalisation. Ah non, moi je suis pas d'accord avec vous. Moi je pense que mais ce que je trouve intéressant d'ailleurs, c'est l'idée que finalement la fameuse réforme de l'État dont tout le monde parle, plutôt que de réunir 30 crânes d'œufs qui sont des grands patrons, des machins qui vous pondent le énième rapport sur la grande vision de la réforme de l'État, est-ce qu'il faut pas carrément demander à chaque fonctionnaire de terrain de dire bon bah voilà concrètement qu'est-ce que vous feriez pour améliorer votre quotidien? Il y a des pays où ça s'est fait, hein. Qu'est-ce que vous feriez concrètement pour améliorer votre quotidien? C'est quoi vos idées? Et non, je sais pas. Enfin, je dis peut-être n'importe quoi, mais est-ce que c'est pas comme ça qu'il faudrait peut-être plutôt prendre le problème et accepter que tout le monde fasse pas forcément, enfin, que tout le monde cherche à répondre au même problème et à trouver les solutions, mais peut-être pas de la même façon selon les régions, selon. Ça, je dis n'importe quoi là, ou je rêve, ou je. Alors, oui, mais oui, absolument. Et alors c'est vrai que dans certains grands groupes, en fait, on a accepté l'idée que si l'innovation venait au sein de l'organisation, on allait l'étouffer trop rapidement et ça ne donnerait rien. Et donc en fait, certaines grandes organisations ont eu l'idée de séparer la fonction innovation, en la mettant même sur des territoires très loin du siège, avec obligation de reporting uniquement au directeur général. Tous les autres ne savaient rien de ce qui se produisait ailleurs pour éviter d'étouffer trop l'innovation. Mais sur la question des services publics, tout à l'heure, j'ai été très élogieux sur l'État et les différentes actions qu'il mène en matière d'open data. Et je dois dire que je vais rajouter un autre compliment, qui est que l'État a réussi à innover avec .gouv.fr de manière assez remarquable. C'est finalement une innovation portée par l'État qui est très jolie. Alors le problème que j'ai pour dérouler ce cas, c'est que je pense qu'on est sur .gouv.fr en 2000-2001. Et que donc j'ai pas toutes les informations pour regarder comment ils ont réussi à faire cette jolie innovation. Mais je serais assez curieux de savoir, de rentrer dans la cuisine pour voir comment ils ont mis en place cette très jolie innovation. Et c'est un très bel exemple de comment l'État a réussi à innover. Et j'espère pas, peut-être qu'ils ont appliqué exactement l'inverse que ce que je conseille aux entreprises désormais. C'est peut-être aussi un autre monde 2000 par rapport à aujourd'hui, quoi. Oui. Sauf que l'État, il a des clients obligatoires un peu, vous voyez. Genre les contribuables, tout ça, c'est ouais. Là il n'y a pas vraiment le choix, quoi. Il n'y a pas vraiment le choix. Ouais. Question, madame. Alors en fait, très récemment, j'ai accepté d'encadrer un doctorant sur la question de la relation entre les grands groupes et les startups, parce que je voulais progresser sur cette question. Parce que pour moi, en fait, il y a beaucoup de zones de flou. Alors, je crois que la relation entre les startups et les grands groupes se joue de manière très différente. Vous pouvez, par exemple, tout à l'heure, je l'évoquais, racheter la startup pour accéder à l'innovation. Vous pouvez aussi racheter le service de la startup sans racheter la startup en elle-même. Vous pouvez aussi créer des incubateurs qu'on dit corporate, enfin vous pouvez avoir des fonds d'investissement en interne pour investir dans les startups. Et puis vous pouvez aller vers de l'intrapreneuriat. Une des difficultés en matière intrapreneuriale, c'est que souvent un entrepreneur, il faut qu'il soit en risque et il faut qu'il ait une perspective de gain qui soit très élevée. Et en matière d'intrapreneuriat, les modalités d'accompagnement des salariés qui veulent innover en interne enlèvent la part de risque et néglige la part de perspective de retour sur investissement au cas où ça marche. Et donc c'est pour ça qu'en fait les initiatives d'intrapreneuriat marchent généralement pas trop. Mais alors si vous voulez un point là-dessus, je trouve qu'il y a une configuration assez jolie qui est en train de se créer. On va voir ce que ça donne. C'est ce qu'on appelle les startup studios. Alors les startup studios, c'est quoi? C'est la possibilité pour un grand groupe d'investir de manière très indirecte dans les startups, de manière à faire émerger de l'innovation en interne. Autrement dit, quand vous êtes une startup et que vous adressez à un grand groupe, le plus gros problème, c'est que souvent vous tapez dans le brouillard. Pourquoi? Parce que le grand groupe a du mal à formaliser ses peines, ses problèmes, et donc vous êtes une startup et puis vous essayez de trouver le problème du grand groupe, alors même que le grand groupe n'a pas réussi à formuler ce problème. Donc, le Startup Studio, c'est une configuration où, en fait, la personne en charge du Startup Studio va aller travailler pendant 6 mois, 1 an avec le grand groupe, de manière à identifier le problème. Et une fois que le problème est bien identifié, le deal est le suivant. OK, je me retourne vers le marché des entrepreneurs, je vais prendre quelqu'un
qui va avoir 50% d'equity, donc qui va prendre 50% des parts du capital. Moi, je vais prendre 50% du capital et on va aller craquer le problème du grand groupe ensemble. Et on est sûr qu'en fait, c'est le vrai problème du grand groupe parce que j'ai travaillé préalablement 1 an avec le grand groupe pour être sûr qu'ils voulaient vraiment une start-up qui les accompagne pour résoudre ce problème-là. Et pour moi, c'est la version la plus moderne d'accompagnement de l'innovation au sein d'un grand groupe. Il y a des choses qui marchent en matière d'intrapreneuriat, mais il y en a beaucoup qui marchent pas. Il y a des choses qui marchent en matière de CVC, des corporate venture capitalistes, donc les fonds d'investissement corporate. Il y a des choses qui marchent en matière de... Mais c'est difficile de trouver les facteurs clés de succès, parce qu'en fait, la règle, une nouvelle fois, c'est plutôt l'échec, et l'exception, c'est la réussite. Simplement, je pense que si vous m'amenez, si je dévie simplement de intrapreneuriat à la question des incubateurs, je pense que les incubateurs les plus incroyables, ce sont les incubateurs qui font un incubateur pour une bonne raison. En fait, vous voyez, il y a une chance qu'on a dans le digital, c'est qu'il y a une phrase qu'on aime bien qui est « Success is obvious », c'est que quand vous connaissez un succès, vous le savez tout de suite. Vous le savez, mais sauf que ce sont des donc vous avez en gros un avant, après, quand ça part tout de suite. Et vous le savez, mais les marchés ne le savent pas. L'extérieur ne le sait pas parce que souvent ce sont des données privées et pas publiques. Et donc un incubateur, un grand groupe qui créerait un incubateur en se disant ce que je veux faire, c'est accueillir des startups, y compris sur des sujets qui ne sont pas mes préoccupations initiales, donc accueillir des gens de l'extérieur sur d'autres marchés, d'autres verticales, pour accéder à des données privées, parce qu'en accédant à ces données privées, ils vont pouvoir racheter suffisamment tôt et donc pas cher, plutôt que de racheter tard et donc trop cher, alors c'est un incubateur qui, de mon point de vue, prend le problème dans le bon sens. Toute forme d'incubateur qui est là pour des raisons parfois détournées. Hein. Vous avez des incubateurs qui sont là parce qu'en fait le grand groupe veut apprendre. Donc en fait, je suis un grand groupe, il y a des sujets que je maîtrise pas et j'ai simplement envie d'apprendre. Alors j'accueille une start-up pour essayer de comprendre un peu mieux ces sujets. Je pense que c'est pas nécessairement la meilleure façon de faire. Si vous avez des start-up aussi que vous voulez, dont vous avez une perspective de ROI, avec lesquelles vous avez une perspective de ROI, c'est aussi peut-être une façon de prendre un incubateur qui est un peu gênante et qui conduit pas forcément au succès. Donc voilà, mais c'est un grand sujet, hein, l'entrepreneuriat. Du coup, je vous tiendrai au courant des avancées de mon doctorant, mais on va travailler là-dessus. Oui, mais je crois même qu'il avait, avec par exemple le tuba et le masque qui avait été créé dans une stratégie d'open innovation. Je crois même que McDo avait fait un truc assez remarquable, c'est que donc il avait, vous savez, il y a des coopérations entre écoles et donc je crois qu'il y avait un projet. Alors peut-être que je commets une erreur, mais il y avait un projet qui mêlait des élèves de HEC ou de l'ESSEC, de Polytechnique, et d'une école de design. Et McDo leur avait dit oui, j'ai un problème, c'est que à côté de beaucoup de McDonald's, c'est sale parce que les gens en fait prennent à emporter et puis mettent dans des poubelles. Est-ce que vous pouvez régler le problème? Et ce sont les élèves qui avaient créé le sac à emporter, qui permet en fait de bien mettre, donc qui est à la parfaite dimension pour remettre le sac dans la poubelle. Et donc ça vient d'une stratégie d'ouverture de leur sujet auprès des élèves. Mais souvent, juste sur ce point-là, parce que c'est un sujet assez passionnant, c'est en fait souvent quand vous avez un grand groupe qui propose des challenges, où c'est pas tellement dans une perspective de j'ai envie d'acquérir des idées supplémentaires, c'est plutôt dans une perspective de RH, de ressources humaines, de manière à identifier des talents, parce que la meilleure façon de savoir si quelqu'un bosse bien, c'est de bosser d'abord avec lui avant de l'embaucher. Et donc en fait souvent ces challenges-là, c'est pas tant pour avoir des idées géniales que pour essayer de sélectionner les talents auprès de la population avec qui on travaille. Question. La NASA avait fait ça quand en fait, ils voulaient essayer de prévoir ce qu'ils appellent les éruptions solaires, qui sont des événements qui sont très perturbants pour les satellites, etc. Et ils avaient pas la solution. Et donc ils ont mis toutes les données sur Internet. Et c'est un retraité qui était spécialiste, qui était ingénieur dans les ondes radio, qui finalement a trouvé des analogies et a trouvé la solution. Mais ce qui fait que le palier d'innovation, quand vous mettez autant de génie collectif finalement ensemble, il y a plus de palier d'innovation finalement. Moi j'avais une question sur quand on vous écoute, on se dit mais finalement est-ce que pour créer, pour entreprendre, est-ce que c'est une question de compétence ou est-ce que c'est une question de tempérament? Merci pour cette question. Et si c'est une question de compétence, qu'est-ce qu'il faut apprendre aujourd'hui, quoi? Ça, c'est notre rôle. Nous, profs, on doit absolument développer les nouvelles compétences auprès de nos élèves pour qu'ils puissent agir avec le digital. Arrêter de leur apprendre à faire des business plans, plutôt
mettre face à des problèmes de manière à ce qu'ils puissent, de manière astucieuse, avec de la débrouillardise, traiter ces problèmes-là. On doit aussi leur enlever de la tête ce côté causal qu'on a développé chez eux pour les mettre sur de l'effectuation. Et donc ça, c'est notre rôle. Et en fait, je crois que ça passe par à la fois des nouvelles compétences. Donc nous, on doit réinventer notre métier pour essayer de savoir comment on va dispenser ces connaissances nouvelles. Et puis aussi, c'est culturel. Je pense que c'est un état d'esprit. Je pense qu'aujourd'hui, assumer le fait de ne pas savoir où on va, c'est très inconfortable et que donc il y a une dimension culturelle, d'état d'esprit chez les gens à développer aussi. Simplement, par exemple, je vous donne un exemple. Vous savez, les canaux d'acquisition clients pour la plupart des grands groupes et des startups sont les Facebook Ads, donc les pubs sur Facebook, et les Google AdWords, qui sont les pubs sur Google. Ces canaux d'acquisition clients sont devenus très chers. Alors, je ne sais pas si vous savez comment fonctionnent les Google AdWords ou les Facebook Ads, c'est ce qu'on appelle des enchères au deuxième prix. Donc si vous êtes plombier et moi je suis plombier, on veut tous les deux apparaître en premier sur Google. Donc moi je vais mettre une enchère à 10 €, vous à 8 €. Et pourquoi c'est une enchère au deuxième prix? Parce que c'est moi qui vais apparaître en premier parce que j'ai enchéri 10 €. Mais en fait je vais payer votre prix à vous. Donc je vais payer le prix du deuxième. C'est une enchère qu'on appelle au deuxième prix. Et en fait les enchères sont montées. Internet est encombré. Et donc ce qu'il faut développer lorsqu'on est une start-up et même un grand groupe, c'est plus une compétence analytique de marketeur à l'ancienne, qui va acheter des Facebook Ads, qui va arbitrer, qui va faire du management by figures, du management par les chiffres. C'est au contraire un état d'esprit de débrouillardise, d'astuce. Et d'ailleurs, on a un mot pour ça dans le monde du digital, on appelle ça le growth hacking. C'est-à-dire qu'il va falloir hacker la croissance pour trouver des méthodes astucieuses de manière à acquérir gratuitement des clients, parce que c'est devenu trop cher sinon. Et alors là, il y a des communautés de growth hackers, et c'est assez génial. Et donc, c'est des gens qui sont très astucieux et qui trouvent des hacks assez remarquables pour essayer de craquer le problème de l'acquisition client, en fait, parce que ils n'ont pas suffisamment d'argent pour pouvoir acquérir ces clients. Donc, à la réponse, pour être plus direct dans mes réponses, c'est de nouvelles compétences, et ça, c'est notre rôle. On va essayer d'être bon là-dessus. De nouvelles compétences à dispenser à nos élèves pour qu'ils puissent agir avec le digital, mais aussi un état d'esprit. Et je crois, finalement, que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Je pense, par exemple, récemment, j'entendais quelqu'un de formidable qui est passé par mes cours, qui s'appelle Kevin Bourgeois, qui a fait une super boîte qui s'appelle Supermood. Et lui, en fait, remettait en cause l'idée que la nouvelle génération sont des gens qui sont en quête de sens. Il disait, en fait, non, les jeunes sont beaucoup plus divers. Il y en a qui, effectivement, préféreraient un CDI dans un grand groupe plutôt que d'aller entreprendre. Et puis d'autres, au contraire, qui sont parfaitement épanouis avec l'entrepreneuriat. Donc, ils mettaient un peu de nuance dans ces grandes généralités qu'on fait sur la nouvelle génération. Et je trouve ça assez remarquable. Et lui, en fait, m'a appelé une réflexion. C'est que, effectivement, en matière entrepreneuriale, c'est pareil. Je pense que c'est fait pour certaines personnes et moins pour d'autres. Pour quelqu'un qui veut rester dans une logique analytique, causale, il ne faut pas qu'il entreprenne. Quelqu'un qui, au contraire, souhaite se faire happer par le chemin de la sérendipité, adore explorer, là c'est plus pour lui. Oui, monsieur. Ouais. Juste une anecdote, puisqu'on vous parlez du site gouv.fr qui est formidable. J'ai juste essayé hier soir d'aller m'inscrire pour avoir la prime d'activité, parce que je me suis dit tiens, la prime d'activité. D'abord, faut dire aux gens qu'il faut s'inscrire, et donc je suis allé voir sur le site de la CAF. Et malheureusement, on vous indique que le site de la CAF est en maintenance. Voilà, donc ça risque d'être un peu compliqué. Mais la question, elle est cruciale parce que on voit bien que cette modernisation du service public, de l'administration, par le haut, c'est compliqué. Ça fait quand même plus d'un siècle qu'on en parle, quasiment dans toutes les années 30, après la guerre. Voilà, tous les premiers ministres veulent moderniser l'État entre guillemets. Et par quel bout on prendrait le problème? Là, Emmanuel Macron, il fait ses groupes de travail pour le débat, etc. Qu'est-ce qu'on lui dit? Comment il faut faire? La méthode, c'est quoi? Nicolas Colin a fait une formidable aventure avec The Family, et il la continue, et c'est assez remarquable. Et d'ailleurs, je dois dire que la chaîne Startup Food, qui est sa chaîne
YouTube est assez incroyable et je vous invite vraiment à aller regarder ces vidéos. Voilà un très bel exemple de quelqu'un qui vient de l'administration et qui a réussi à innover. Je vais vous prendre... Alors, simplement, si je colle au propos de mon ouvrage, je dois dire que ceux qui risquent d'innover, ou en tout cas ceux qui vont innover en matière d'administration, ils viennent peut-être de l'extérieur. Parce qu'ils vont remettre en cause les premiers principes de l'administration. Mais simplement, je vais peut-être vous parler de moi. Moi, par exemple, qui m'intéresse beaucoup aux trajectoires de disruption par le numérique sur les différents marchés, il y a un marché qui m'intéresse tout particulièrement, c'est celui de l'enseignement supérieur. Et donc, je suis dans cette situation de me dire, ok, bah, il faut que j'innove. Et donc, alors nous, l'innovation, souvent, c'est ce qu'on appelle, ça vient par le numérique, ça vient par les MOOC, Massive Online Open Course. Et je dois dire que c'est une expérience formidable qu'on a eue, en se disant, ok, bon, bah, on va essayer de travailler à notre propre disruption sur cet objet d'ailleurs qui marche pas trop, parce que si vous regardez les taux de complétion d'un MOOC, on est entre 5 et 10%. Donc en fait, ça veut dire que quand si vous avez une cohorte de 100 personnes, seulement entre 5 et 10% de ces 100 personnes, donc entre 5 et 10 personnes vont aller jusqu'au bout du MOOC. Donc on s'est dit, ok, ça marche pas, on va partir d'une feuille blanche, et on a fait des partis pris très radicaux. Et aujourd'hui, on a ce MOOC qui s'appelle Innover, entreprendre dans un monde numérique, qui est déployé sur Fun et sur Coursera. Sur Coursera, il s'appelle Innovating in a Digital World. Et en fait, on a été dans cette situation de personnes qui sommes insiders, en essayant de repartir d'une page blanche. Et je dois dire qu'en fait, je ne sais pas si on y est arrivé, j'espère, mais en tout cas, ce qui était très intéressant, c'est le chemin. Le chemin est incroyable, c'est passionnant. Alors nous, on a fait un contrat avec une boîte de prod qui s'appelle Very Very Smart. Et donc la distance entre nous, profs, et une boîte de prod qui bossait pour Canal+, elle est très forte. Et côtoyer ces gens-là, c'est génial parce que ça nous remet en cause sur plein de points. Et donc je pense que, c'est juste une invitation. Vous voyez, j'ai pas vraiment la réponse à votre question, mais sans doute que ceux qui arriveront à innover de l'intérieur sont ceux qui ont une profonde passion pour ça, qui sont prêts à sortir de la zone de confort pour aller dans des zones qui sont assez inconfortables. Je pourrais vous raconter plein d'anecdotes, mais des fois on se dit waouh, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et peut-être que sinon, en fait, ça viendra de l'extérieur par des personnes qui vont prendre certaines prérogatives. Je vous donne un exemple. Il y a une boîte qui s'appelle Kappa.fr, qui est formidable sur le recrutement, qui a été créée par une femme incroyable qui s'appelle Stéphanie Delestre. Et elle, en fait, aujourd'hui, elle a plus de 4 millions de personnes qui viennent sur son site pour rechercher un emploi. Donc c'est presque une concurrence à Pôle emploi, mais c'est une concurrence plutôt bienvenue. Et en fait, elle vient avec des partis pris qui sont assez forts. Son parti pris, c'est par exemple de dire qu'aujourd'hui, le CV est un média relativement inefficace pour mettre en correspondance des employés et des personnes, des candidats et des employeurs. Pourquoi ? Parce que en gros, le bas de CV, c'est quand même pas mal rempli de mensonges. J'adore la littérature, j'adore le sport, ou en tout cas, même si c'est pas rempli de mensonges, c'est rempli de choses dont on sait pas trop les évaluer. Et puis le haut de CV, on sait plus ce que ça veut dire. Par exemple, nous à Télécom Paris Tech, et comme dans beaucoup d'autres institutions, on a des cours à la carte. Donc en fait, quand vous avez le diplôme Télécom Paris Tech, vous pouvez pas du tout savoir si le profil de l'élève est plutôt technique ou au contraire plutôt sciences sociales. Vous savez qu'il est bon, mais vous savez pas s'il est plutôt technique ou plutôt sciences sociales. Et donc ça, c'est assez gênant pour les employeurs. Et donc finalement, si on remet en cause le CV, qui est quand même le média standard pour mettre en relation employeur-employé par Pôle emploi, vous pouvez avoir des startups qui innovent de manière parfaitement complémentaire, pas forcément substituable, mais qui proposent quelque chose d'assez incroyable pour aider l'État, aider parce que c'est complémentaire et pas substituable, pour aider l'État dans sa mission. Donc et c'est pour ça qu'en fait, il faut voir les startups de manière très bienveillante, c'est qu'en fait, elles vont aider l'État dans ses missions. Aujourd'hui, vous avez des budgets à respecter qui vous amènent à avoir des réductions d'effectifs. Et donc, si vous pouvez vous appuyer sur le secteur privé, sur le monde des startups qui vont vous aider à déployer votre mission de service public, c'est plutôt confortable et chouette. Dernière question. Madame. Ouais. Il y a qu'à se baisser pour ramasser l'argent. Oui, c'est exact. Il y a des gens, ils arrivent à lever des fonds avant même d'avoir une idée. Alors, ouais, malheureusement d'ailleurs, parce que en fait, heureusement, les fonds d'investissement appliquent cette règle du "In God we trust, all others bring data", c'est-à-dire que les investisseurs, désormais, la plupart d'entre eux en tout cas, n'investissent plus sur des idées, mais sur des data. Donc en fait, quand vous avez un projet entrepreneurial, vous n'allez pas essayer de convaincre avec votre force de conviction l'investisseur sur votre idée, mais plutôt sur vos chiffres. C'est pour ça qu'en fait, il va falloir que vous montriez un prototype et puis des chiffres qui montrent que votre prototype, il est accepté
par la population que vous adressez. Aujourd'hui, on manque de bons projets. C'est-à-dire que si vous regardez les investisseurs, donc ce qu'on appelle le monde du private equity, alors là, je vais vous parler plutôt de ce qu'on appelle, pardon, c'est encore un terme en anglais, c'est early stage. Donc c'est vraiment les startups qui sont vraiment au tout début de leur aventure. En fait, un fonds d'investissement va investir dans à peu près une vingtaine de startups avec des tickets d'1 million, 1,5 million en échange de 25-30% des parts. Et en fait, je pense que le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de fonds cherchent des projets suffisamment sexy, qui présentent suffisamment de data pour pouvoir investir dedans. Donc en fait, effectivement, je te rejoins, Emmanuel, de l'argent, il y en a. Simplement, mon meilleur conseil, puisque c'était la question, mon meilleur conseil pour une start-up qui veut lever de l'argent, c'est de ne pas rester sur son idée, mais d'agir seule pour aller chercher son marché. Et par contre, si elle arrive à faire la démonstration d'un product market fit, donc c'est la preuve que le marché va acheter le produit, là, vous nous mettez en relation avec moi et je le mettrai en relation avec des investisseurs, il n'y a aucun problème pour qu'ils lèvent des fonds. Merci beaucoup Thomas Oui pour ce brillant exposé et cette belle discussion.